Ok, il y en a marre de la politique politicienne, il y en a marre de pas parler du fond, il y en a marre de parler de est-ce que Sébastien Lecornu il a démissionné, que Macron, les couilles. Non, c'est bon, j'en ai plein le cul, je suis énervé. Je suis saoulé. Parlons du fond, parlons de sujets politiques et intéressants. Et pour ça, je vous propose de regarder tout simplement le dernier épisode d'Argent Magique. Alors, je suis plus en pause par contre, attendez. Le dernier épisode d'Argent Magique, bien sûr. Bon, bah voilà. Ce featuring entre Stupid Economics et Eureka qui était produit par Blast toute la saison dernière. Et là, maintenant, c'est autoproduit directement par Stupid Economics, par financement participatif. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à Stupid Economics si vous ne connaissez pas et à Eureka et à les soutenir financièrement pour qu'ils puissent continuer à produire du contenu de qualité comme ça. Cette vidéo-là, elle parle des fameux 211 milliards d'aides aux entreprises. Donc, c'est une commission sénatoriale présidée par Fabien Gay du PCF et un macroniste dont j'ai oublié le nom, qui a établi qu'il y a à peu près, en gros, 211 milliards d'aides aux entreprises sous forme d'exonération de cotisations sociales, etc., etc., etc. Et donc, la question préférée du patronat, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? Et bien, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo de Argent Magique qui revient un petit peu là-dessus. Voilà, moi c'est vraiment une émission que j'adore, Argent Magique. En plus, toute la team Stupid Economics, ils sont grave cool, très sympa. Ils font du très bon travail. Donc c'est bon, allez, on va aller sur des sujets un petit peu plus intéressants, un peu plus intelligents, un peu plus de fond que simplement oh là là, démission, dissolution, la tambouille politicienne. J'en ai marre. Donc je vous propose de regarder ça, ça sera beaucoup mieux. C'est parti. Savoir, Argent Magique, ça continue. Vous avez vraiment assuré au niveau du financement participatif. À la fin de la vidéo, on vous refait un point sur cette saison 2. Oui, Ouais, voilà, continuez à donner de l'argent, ils vont dire ça. C'est bien, on a de l'argent, mais il faut en donner encore plus, ça sera encore mieux. Donc je crois que ça a pris 24 heures pour atteindre le premier palier où c'était garanti qu'il reprenait Argent Magique en indépendant. Donc ça a été très très vite. Il y a vraiment du monde derrière qui soutient, et il y a une raison à ça, c'est que l'émission est un banger, vraiment. Et vous savez qui Et d'autre surtout, l'économie, c'est hyper important. Avoir des vraies émissions de vulgarisation de trucs économiques avec quand même une portée un peu militante et un vrai angle de gauche, on va dire. Franchement, c'est top. Hein. Et il n'y en a pas tant que ça des émissions comme ça. De toute façon, Stupid Economics et Eureka, c'est ce qu'ils font depuis des années sur Internet et ils le font très bien. Et donc, l'alliance des deux, banger. Besoin d'argent maintenant? Qui a du mal à financer sa saison 2026? Eh ben le gouvernement de la France. Puis là, il manque des milliards, donc je recommanderais bien un financement Ulule, mais je suis pas hyper optimiste quand même. Ou alors, je sais pas, mais ils pourraient peut-être couper dans les dépenses comme ils le font toujours, mais genre avec un petit twist quoi. Tiens, pendant l'été, je vais passer ce chiffre de 211 milliards. C'est la somme qui... 211 milliards, c'est 211 000 millions d'euros. 10 puissance 9. Alors en vérité, en ordre de grandeur, on est même sur du 10 puissance 11, hein, parce que écrit de manière en écriture scientifique, c'est 2,11 multiplié par 10 puissance 11. Donc l'ordre de grandeur est très très élevé. C'est le nombre de chiffres. Moins le 2, bref. est allée dans les aides aux Dans notre système solaire, tout à fait. entreprises en 2023. 211 milliards, c'est vrai que là, il y aurait de la marge quand même. Alors oui, Il est très bien ce générique. Il est très bien ce générique. Regarde Krone, on en parlait l'autre jour. Est-ce que c'est vraiment important le générique? T'aimes celui-là? alors oui. C'est du détail tout ça, c'est du détail. La commission d'enquête du c'est Sénat authentique, moi, sur j'aime bien. l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants a rendu son rapport. Après 6 mois de travaux et pas moins de 33 dirigeants de grandes entreprises interrogés, on y apprend notamment que cette commission conclut que les dépenses d'aide publique aux entreprises, pas que les grandes entreprises, finalement toutes les entreprises, s'élèvent pour 2023 à 211 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, pour la première fois... Fabien Gay, sénateur PCF, rapporteur de la commission d'enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises. C'est aussi le patron plus ou moins de l'UMA, quoi. Je sais plus c'est quoi son truc, mais je crois qu'il est directeur du journal de l'Humanité. Un truc comme ça. Voilà. Donc ça fait longtemps que l'UMA n'est plus l'organe de presse officiel du PCF. Ça fait très longtemps. Mais il y a quand même un peu des liens entre le PCF et l'UMA. C'est vrai, notamment à travers Fabien Gay, sénateur PCF. Mais c'est un bon Fabien Gay. Parlementaire Directeur bénévole, c'est ça. L'ensemble du public peut dire que un des premiers budgets de l'État, c'est les aides publiques à travers 211 milliards. Alors mettons un peu les choses en perspective. Si on sait où chercher, le site de l'INSEE peut nous donner Directeur de l'UMA, donc il touche des aides publiques et des niches fiscales pour la presse. Alors on va voir les aides publiques à l'UMA sur un an, combien c'est sur les 211 milliards, t'es prêt? Aide publique, l'humanité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 6,58 millions d'euros. Ah, c'est beaucoup. Attends, on va faire un petit calcul de pourcentage. Désolé, Krone, tu veux pas faire de maths, mais c'est comme ça. On est comme ça ici. Ok, donc on a 211 milliards. On va vraiment l'écrire. 6, donc ça fait 6 580 000
euros. Donc c'est l'argent qu'en 2023, l'humanité a touché. On va diviser ça par 211 milliards. Donc 211... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien sûr, pour que ça fasse un pourcentage, on va le multiplier par 100. Ça fait 0,003%. Ça fait 0,003% de ces fameuses aides aux entreprises. Ça va. Ça va. Si c'est pour permettre d'avoir une presse libre qui sert de contre-pouvoir à la dérive autoritaire face à l'extrême droitisation des médias dominants, bon, ça va. C'est 0,03%, mais c'est ce que j'ai dit. Non ? Non, c'est 0,003%. J'ai déjà multiplié par 100. C'est 300 millièmes. Pas 300 millièmes, c'est 300 millièmes de ces aides. Donc c'est vraiment rien. Ensemble des dépenses publiques ventilées par fonction. Attention, là-dedans, il n'y a pas que l'État. Les administrations publiques, c'est l'État, plus la Sécu, plus les communes, Communauté, ce qu'on appelle les collectivités territoriales. départements et régions. Et là, forcément, vous aviez envie de chercher la ligne à 211 milliards. Sauf que, eh ben, elle est pas. Ok, donc là, État, Sécu, collectivité, c'est ce que je disais. Vous voyez, la protection sociale, c'est surtout la Sécu. Normal, parce que c'est retraite et soins. Donc déjà, rien que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, la sécurité sociale, c'est... Tu prends retraite plus remboursement des soins, c'est genre les 4/5e de la sécurité sociale. C'est quasiment toute la sécurité sociale déjà. Voilà. Vous voyez, santé, c'est que la Sécu, ça passe quasiment pas par l'État. Pas là. Alors, est-ce qu'il manque une ligne ? L'INSEE a-t-elle oublié de compter des dépenses ? Non, pas du tout. Les 211 milliards sont bien là, simplement, ils sont répartis un peu partout dans les postes existants. Si on donne des sous à des entreprises pour la transition énergétique, par exemple, l'aide sera probablement comptée dans protection de l'environnement, et pas dans... Ah, c'est bien la protection de l'environnement sur le budget là. Tu prends toutes les dépenses publiques en 2023. Ah, on fait beaucoup pour l'environnement, ça fait plaisir, vive la France. Hein. Donc on le voit même pas. On le voit même pas, quoi. Voilà. Après, si on dépassait moins d'argent pour les retraites géantes des boomers, peut-être qu'on en aurait plus pour l'environnement. Non. Non, si c'est Macron au pouvoir, dans tous les cas, l'environnement, ça restera là. Hein. aide aux entreprises. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la catégorie aide aux entreprises n'existe pas. Ribot, il a fait Imagine- des maths appliquées. J'étais prof de maths pendant 4 ans avant d'être streamer. Donc c'est pour ça que mes petits calculs de pourcentage, les petits graphiques, moi j'aime bien. Imaginez que Ah, on a le droit de s'amuser, non ? On n'avait plus le droit de rire. Bon, ça va. quand vous faites vos comptes, vous avez les lignes suivantes. Transport, logement, courses, loisirs, impôts. Vous n'avez pas de ligne dépenses polluantes. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'en avez pas ? Ou que vous avez mal fait vos comptes ? Non, évidemment. Juste comme la ligne n'existe pas, vous pouvez pas répondre à la question. Le Sénat a découvert que c'était pareil pour les aides aux entreprises. La ligne n'existe pas. Donc, il a fallu toute une enquête pour aller fouiller dans toutes les lignes et découvrir ce fameux chiffre de 211 milliards d'aides aux entreprises pour l'année 2023. Ok, donc c'est pour ça que quand on parle avec des libéraux, je sais qu'il y avait, j'avais vu Olivier Babot, Olivier Babos de merde, comme j'aime à l'appeler, sur le plateau de C'est ce soir. Je crois que c'était un C'est ce soir, il y avait Nicolas Framont et Olivier Babot. Ou alors je confonds, je mélange peut-être 2 émissions, c'est pas grave, ça revient au même. Et donc du coup, Nicolas Framont ou un autre, je ne sais plus, mais le gauchiste, l'invité gauchiste a dit ouais, 200 milliards d'aides aux entreprises, machin. Et Olivier Babot a commencé à faire chiffre ridicule. Les gauchistes le sortent sans savoir de quoi ils parlent. Saviez-vous que des exonérations de cotisations sociales étaient considérées comme une dépense dans leur cerveau malade? Il était comme ça, Olivier Babot. Et je crois que c'était Nicolas Framont ou je sais plus qui a dit je sais que vous aimez pas ce chiffre, mais laissez-moi l'utiliser. Let me cook. Donc vraiment, ils détestent ce chiffre de 200 milliards des autres entreprises, les libéraux, parce que justement, effectivement, quand tu vois dans le budget, il n'y a pas écrit 211 milliards dépenses aides aux entreprises. Parce qu'en fait, il y en a un peu partout. Et effectivement, derrière ces aides aux entreprises, c'est pas une dépense directe de l'État. En réalité, c'est un manque à gagner. C'est en mode, ma chère multinationale, t'aurais dû payer 1 milliard d'impôts cette année. Bon, allez, je te fais cadeau d'1 milliard. Et donc ça peut être considéré comme un manque à gagner ou une dépense. C'est la même chose, mais tout ça est compris dans ce chiffre de 211 milliards d'aides aux entreprises. Et en fait, il suffit juste d'expliquer ça, et le libéral que t'as en face de toi, il commence à se baver dessus logiquement, quoi. Parce qu'ils sont très cons. Voilà. À ça, il faut rajouter que la majeure partie de ces aides ne sont en réalité pas du tout des dépenses, Je spoil ? Oh non, je préchote tout.
mais plutôt un manque de recettes. Si on regarde Voilà, la c'est ce que je disais. décomposition faite par le Sénat, il n'y a que 7 milliards de subventions aux entreprises. Je connais Le mon reste, sujet, moi, mais qu'est-ce que vous croyez? Je connais mon sujet. Hein. Ce sont surtout des dépenses fiscales, donc des crédits d'impôt ou des taux d'imposition réduits. Et aussi des allègements de cotisations sociales, donc des autorisations pour les entreprises à payer moins de cotisations que ce qu'elles devraient. Ce que ça veut dire, c'est que Ok. sur notre schéma, on n'a que 7 C'est milliards. vraiment surtout un manque à gagner ou un manque de recettes. C'est à peu près pareil. Effectivement, il y a quand même des aides directes. Il y en a, et notamment vis-à-vis des investissements de la BPI France. D'aides aux entreprises qui se répartissent dans les différents postes de dépenses. Pour voir le reste, il faut faire apparaître les recettes des administrations Eh oui. publiques. 75... Et oui, Jamy, ce que tu vois, c'est les recettes publiques. Attention, c'est pas uniquement pour l'État, Jamy. C'est aussi pour la sécurité sociale et les collectivités territoriales. C'est pourquoi on appelle parfois ça les prélèvements obligatoires. C'est pas que des impôts. Il y a aussi de la cotisation sociale, Jamy. Et regarde, de l'autre côté, c'est les dépenses publiques. Cette année, on était à 57% du PIB, Jamy. C'est le record du monde. Pareil pour les recettes publiques, Jamy. Non, c'était mon imitation de Fred dans Fred et Jamy. Mais bon, désolé, je le fais comme je peux. 15 milliards correspondent à des cotisations sociales que les entreprises ne paient pas. Voilà. Et 88 milliards à des taxes et impôts que les entreprises ne paient pas non plus. Ah merde, je voulais commenter vite fait. Et 88 milliards à Mais des les taxes trois là, et les trois. impôts. Ok, très bien. Donc oui, des exonérations de TVA pour les entreprises, comme par exemple, je sais pas, des entreprises qui payent que 2% de TVA parce qu'elles ont un statut spécifique. Des impôts sur les produits, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, impôts sur les salaires et la main-d'œuvre, taxes foncières, autres. Donc ça, il y a plein d'impôts et de taxes différentes. Hein. Les recettes publiques, c'est un bon pot-au-feu. Que les entreprises ne paient pas non plus. Ouais, Nisson, Voilà, ouais. donc on aide Ouais. les entreprises principalement en créant des niches fiscales plutôt qu'en leur donnant directement des sous. Et si on Ok. parle de dépenses... Alors, juste petite pause, pour un bourgeois, c'est pareil. Les bourgeois font pareil quand ils parlent de leurs propres finances à eux. Je vous parle vraiment de la bourgeoisie qui investit, etc., etc., etc. Quand ils disent « Oh, j'ai perdu de l'argent », c'est « J'ai eu un manque à gagner. J'aurais dû gagner plus d'argent que ça, et en vérité, j'en ai gagné un peu moins que ce que j'espérais. » Et en fait, au lieu de dire ça, ils disent « J'ai perdu de l'argent. » Et ça, vraiment, hein. Vraiment, c'est un truc qui se dit tout le temps. Au lieu de... un manque à gagner, t'en fais une perte. Voilà, je pense que vous avez des idées en tête, des exemples en tête. Et donc en fait, les mêmes bourgeois, quand on leur parle de 211 milliards d'aides aux entreprises, ils sont en mode alors bon, techniquement, c'est des recettes fiscales en moins, ce n'est pas une dépense. Ah ouais? Alors pourquoi quand t'as un manque à gagner par rapport à tes investissements de gros richoux, tu dis oh, j'ai perdu de l'argent? Faudrait savoir, vous faites exactement la même chose, vous faites pire en fait. Ah là là. Ils sont vraiment des chiens à avoir tant de niches fiscales. Et merci Calum Biduc. Calum Biduc, ça commence comme calembour. C'est vraiment le roi du calembour. Merci pour ton intervention. C'était très très drôle. Retrouvez-le en spectacle toutes les semaines à Paris. Que de manque à gagner fiscal, c'est pour souligner. Oui, je suis bien qu'on a renseigné affaire là-dessus, une sur les manques à décision gagner, voilà. politique, hein, pas un accident de parcours indépendant de notre volonté. Par exemple, si l'année prochaine, le gouvernement français décide qu'il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, on va parler de dépenses fiscales, parce qu'il y aura eu une décision politique. Il s'agit d'une forme de subvention des ménages. Par contre, s'il y a une crise économique tellement balèze que plus personne ne peut payer ses impôts sur le revenu, alors là, on pourra parler de manque à gagner. À noter enfin que les 41 milliards répertoriés en intervention financière de BPI France sont des prêts accordés par BPI France, qui est un genre de fonds d'investissement public. Donc, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise aidée, la dépense est probablement comptabilisée dans loisiriculture ou dans protection de l'environnement ou ailleurs. Et dans les recettes, le financement de la dépense vient de autres. Parce que même si la BPI a reçu de l'argent de nos impôts pour démarrer son activité en 2013, ce ne sont plus nos sous qui la financent désormais. Elle réinvestit ce qu'elle gagne et surtout, elle emprunte à moindre coût sur les marchés financiers en utilisant la garantie de l'État. Oui, parce que si... Alors quand c'est la BPI France qui emprunte, c'est pas un souci sur les marchés financiers? Ça creuse pas le déficit? Faudrait savoir. Ça, c'est un truc que je comprends pas parfois avec les Macronos. Ribo explique pourquoi BPI France est une aide STP, j'ai jamais capté ça. Bah là j'avoue, moi je connais pas trop, donc on va laisser plutôt Gilles de Reka expliquer parce que là j'ai pas saisi effectivement le truc. C'est pour ça là j'étais un peu en train de me poser une question. Du coup c'est de l'investissement public par un fonds d'investissement public, donc à la base c'est l'argent du contribuable, mais là il semblerait que ça marche plus en cercle fermé, mais c'est quand même de l'argent qu'on donne directement à des entreprises. Et très souvent c'est un peu l'objet de la vidéo, on sait pas trop ce qu'ils foutent de cet argent, voire on sait ce qu'ils foutent de cet argent et c'est pas Jojo. Voilà, c'est ça le vrai problème.
Mais du coup, voilà, c'est un fonds d'investissement public. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, je connais assez mal. Mais oui, c'est la banque de placement, banque publique d'investissement ou banque de placement et d'investissement. Je sais plus. Mais ils empruntent pour investir, mais tout ça, ça reste la puissance publique. Voilà. Les investissements tournaient mal, c'est bien sûr l'État qui viendrait la sauver. Donc, pour récapituler, 41 milliards prêtés par un fonds d'investissement public qui n'est plus directement lié à nos impôts, en Ok. tout cas tant que tout va bien, et 170 milliards d'aides financées par l'État. Là, ce sont directement nos sous. Ok. 7 milliards de dépenses et 163 milliards de recettes en moins. Maintenant, la France est-elle la seule à aider ces entreprises? Eh bah, pas du tout. Tous les États du monde font pareil. Aux États-Unis, il y a le Inflation Reduction Act ou encore le CHIPS Act qui a permis par exemple de verser 8,5 milliards de dollars à Intel pour construire une nouvelle usine de semi-conducteurs sur leur territoire. Ok. Et ce n'est Mais ça, ce genre d'investissement public, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Imaginons. Jean-Luc Mélenchon gagne l'élection présidentielle, devient président de la République et arrive à avoir une majorité absolue pour gouverner derrière lui à l'Assemblée. Imaginez. Attendez, je leur dis comme ça. Imaginez seulement. Non, je vais pas le dire comme ça. Je me respecte, c'est pas un révolutionnaire hein, non plus, Mélenchon. Bref, peu importe. Imaginez, ça serait trop bien. Hein. Immense banger. Du coup, il fait sa fameuse politique de investir dans la transition écologique en faisant une politique de relance, etc. De l'investissement public et des aides aux entreprises, ça serait énervé. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout cette oseille? Et si c'est planifié par l'État qui dit « Ok, on vous donne de l'argent pour investir, mais c'est pour construire des hydroliennes et préparer la transition écologique », bah c'est pas un problème qu'il y ait plein d'aides aux entreprises. Là, le problème, c'est qu'on fait des aides aux entreprises, des multinationales qui sont en mode genre « Ah, pas mal, j'adore l'argent. Je peux en avoir encore, s'il vous plaît? Je veux plus de bénéfices et de profits. » Et Macron, il fait « Bien sûr, monsieur, tenez, je vous signe un petit chèque. » C'est ça le souci, c'est pas l'investissement en soi. Si l'investissement public était corrélé à l'économie réelle et un projet de société un peu bandant, bah ça serait bien l'investissement public. C'est qu'un des nombreux dispositifs mis en place par les États-Unis. On sait aussi que la Chine aide à mort ces entreprises. Si Mélenchon est révolutionnaire par les urnes. Mais là, vu mon décor, là, bon, c'est pas trop la révolution par les urnes, hein, normalement. C'était juste ça. Par exemple, elle a un plan appelé Made in China 2025 qui a démarré en 2015 et qui, même si on n'a pas de chiffrage précis, a très certainement représenté des centaines de milliards de dépenses publiques injectées dans leur secteur industriel chaque année, avec des aides sur la production d'acier, les voitures électriques, Ok, ouais. les panneaux solaires, tout un tas de trucs. Pareil, le méga barrage de Xi Jinping, là, en Chine, qui va faire l'équivalent en production énergétique de tout le parc nucléaire français, en un seul barrage, je crois que c'est 150, 160 milliards d'investissements publics étalés sur plusieurs années. Donc de l'investissement public, c'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, ça peut être une très bonne chose. Toute la question est de savoir qu'est-ce que les entreprises font de tout cette oseille. Nos partenaires européens ne sont pas en reste. On le sait parce Parce qu'ils qu'il y a vont en un Meurthe et ministère Moselle. rattaché à la Commission européenne, la DG Concurrence, qui s'occupe de suivre toutes les aides accordées par les États européens à leurs entreprises. Elle a publié ce graphique pour 2023. Donc, sans compter les aides liées à la crise du Covid, on voit que c'est l'Allemagne qui arrive en tête des aides publiques aux entreprises avec 35 milliards d'euros contre 31 milliards pour la France. Mais attendez, les plus attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué quelque chose. Bah 31, c'est pas 211. Le chiffre est très différent. Là, sur ce graphique, c'est écrit 31 milliards d'aides aux entreprises en 2023 pour la France. Mais on vient de dire qu'au Sénat, eux, ils ont trouvé 211 milliards. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même chiffre. Ça, c'est parce qu'il y a aide publique et aide publique. C'est pas pareil. Et oui, parce qu'en fait, la DG Concurrence à Bruxelles n'a qu'un seul objectif, le bon fonctionnement de la concurrence en Europe. Donc par rapport à sa mission, une aide publique digne d'être suivie et recensée, c'est Les Chinois, ça leur a apporté quoi? L'investissement public massif? Bah, de devenir la première puissance économique mondiale et d'être nos futurs maîtres, par exemple. uniquement un Au dispositif hasard, je sais pas. Économiquement, ils se portent très bien la Chine. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais économiquement, ils se portent très très bien la Chine. Hein. Ils sont en train de baiser tout le monde, littéralement. Leur balance commerciale. Oui, et des trains à haute vitesse. Tout un tas de choses. Hein. Tout un tas de choses. qui perturbe la concurrence. On va prendre quelques exemples pour que ce soit clair. Ça marche très bien la planification économique en Chine. Hein. Et je dis pas ça pour sucer gratuitement Xi Jinping. Merde. Je dis pas ça pour sucer gratuitement Xi Jinping. Mais force est de constater que quand même la planification économique et l'investissement massif dans l'économie réelle, et pas dans des espèces de bulles spéculatives de je sais pas quoi, ça fonctionne. Hein. Tout n'est pas parfait en Chine, évidemment. Mais voilà, là on parle d'investir massivement dans l'économie par la puissance publique. Le crédit d'impôt recherche en France, c'est un truc qui coûte 7 milliards d'euros par an. Le fameux. C'est un crédit d'impôt accordé aux entreprises qui font de la recherche.
Ouais, enfin, fond de la recherche, c'est connu que les boîtes n'hésitent pas à frauder tranquillement. Et puis, Oui, alors moi je vous raconte ça à chaque fois, mais je vous le dis, j'ai bossé dans la propriété intellectuelle un peu moins d'1 an avant de faire un abandon de poste pour préparer le CAPES de maths et devenir prof. C'était en 2018 que j'ai fait ça. J'ai bossé chez Valeo, qui se targuait d'être la boîte qui dépose le plus de brevets de toute la France. De toute la France. Et donc moi, le but, c'est d'aller voir des ingénieurs et leur dire « Salut, désolé de te faire chier, mais faudrait que tu déposes un brevet là sur votre projet que vous êtes en train de faire. Le but, c'est de déposer un max de brevets. Comme ça, après, on chope du crédit impôt recherche. » Et en fait, toute cette stratégie de dépôt de brevets, où Valeo était en mode genre « Ouais, c'est nous, on dépose le plus de brevets, on est les plus gros inventeurs de France. » Au final, c'était pour aller gratter de la thune du crédit impôt recherche. Et vraiment, et quand il y avait le truc des fiches à remplir sur le... Non, je bossais à Valeo à Créteil, s'il y en a qui connaissent. Et quand fallait commencer à remplir les fiches là, pour préparer le crédit impôt recherche de l'année, les 3 chefs de service des services avec qui je bossais, ils s'arrêtaient pendant 1 semaine, ils bossaient que sur les trucs du crédit impôt recherche, c'était la première priorité. Ouais, salut à tous mes gars sûrs du 9-4, bien sûr. Et voilà quoi. Alors c'est à la fois ça, et le dépôt de brevet, c'est aussi un levier de compétitivité pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à leurs concurrents. C'est les deux. Mais je veux dire, par rapport à la aux finances publiques et par rapport au crédit impôt recherche, c'était une stratégie assumée d'aller gratter un max de CIR, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud. Les fiches CIR, un PB. Bah, s'il y en a qui bossent un peu dans l'industrie, vous voyez de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment... c'est un secret de polichinelle, hein, le truc de maximiser la propriété intellectuelle, enfin le dépôt de brevet, ce genre de choses, juste pour aller choper du crédit d'impôt, quoi. Évidemment. Ça devrait être interdit et contrôlé. Bah oui. Et c'est justement le titre de la vidéo, un cadeau sans contrepartie. C'est justement ça le problème. On verse des milliards et des milliards à Sanofi, ils sont en mode ok, merci pour la thune, mais on va vendre le paracétamol aux États-Unis, puis on va déménager là-bas en fait. Allez, hop là. Bon, c'est un peu ça quoi. C'est justement le cœur du souci. La non-contrepartie, la non-conditionnalité des crédits d'impôt. Pas mal de rapports qui montrent que de toute manière, ce CIR est relativement inefficace. Il booste pas tant que ça la recherche. Bref. En tout cas, c'est classé comme aide par l'inspection des finances et la commission du Sénat, mais pas par la DG Concurrence de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ce sont des aides dites transversales. Et oui, n'importe quelle entreprise qui fait de la recherche peut en bénéficier, puisque ça ne cible pas un secteur d'activité en particulier, genre ça n'aide pas l'automobile aux dépens du train ou de l'avion, eh bien ce n'est pas une perturbation de la concurrence. Autre exemple, le CICE annoncé en 2012 par François Hollande. Et oui, c'était 20 milliards à l'époque. C'était déjà Macron le ministre de l'économie, et Macron il a supprimé le CICE. Ah, ça a l'air bien. Non. Il a pérennisé le CICE sous forme d'exonération de cotisation sociale, en augmentant largement la quantité. C'était 20 milliards le CICE, il est en mode genre, on supprime le CICE, par contre on met 60 milliards, je prends un chiffre un peu au pif, d'exonération de cotisation sociale à la place. Bah vous êtes contents les gauchistes, non ? Non. L'arnaque. Hein. L'arnaque du début du quinquennat Macron, c'était vraiment ça. La politique fiscale, la première année, c'était une violence. Une violence. Le gouvernement a décidé de retenir une première mesure massive. C'était 40 milliards le CICE ? Bah, c'était 20 milliards à la base, je crois, et après ça a augmenté. Je sais plus, ils vont le dire, je pense. Et sans précédent, l'allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail. Il portera sur les salaires compris entre 1 et 2,5 fois le SMIC. Cela représentera l'équivalent d'une baisse de 6% du coût du travail. Ok, j'ai confondu. Il incitera les grands groupes, dont la réussite fait la fierté de la France, à créer et maintenir les emplois en France. Ce dispositif Ça a mal vieilli tout ça. Hein. Vous avez juste mis Macron au pouvoir, hein. C'est tout ce que vous avez fait. a été pérennisé par Macron en 2019. Ça s'appelle plus CICE, mais c'est toujours là et ça génère un manque à gagner de 20 à 30 milliards d'euros par an pour... Il faudrait savoir, vous sortez d'où votre 40 milliards ? Ah non, les gauchistes, vous déformez la réalité. Hein. Vous disiez le CICE, c'est passé de 20 à 40. Quand on regarde concrètement, c'est plus passé de 12 à 43. Ah non, oui, 43. Ça dépend des années, quoi. Mais on voit qu'avant 2017, c'était le CICE. C'était un nom officiel, c'était un crédit d'impôt officiel. Et après, effectivement, en 2019, c'était au-dessus de 40 milliards. Depuis, ça a un petit peu rebaissé. Mais en tout cas, au moment où ça a été pérennisé sous forme d'exonération de cotisation sociale, ce fameux CICE, donc à partir de 2017, on a bien vu que la quantité d'argent que ça coûtait à la France s'est envolée. Ça, c'est clair et net. Les recettes de la sécurité sociale. Et bah, vous avez eu le temps de voir le tableau, quoi. C'était la case verte la plus intéressante. Et ça, c'est quoi ? C'est quoi ce graphique ? J'adore les graphiques. pareil, c'est pas compté dans le graphique de l'UE, oui, qui, ok. vous l'avez compris maintenant, ne recense pas du tout l'ensemble des aides publiques aux entreprises en Europe. Non, il recense en gros les aides directes
qui sont compatibles avec leur truc de concurrence machin que j'ai pas bien saisi. En tout cas, tout ce qui est manque à gagner, manque de recettes fiscales, pour eux, c'est pas une dépense. Voilà. Ok, bon, pratique du coup. Et en fait, c'est assez dingue, mais on n'a personne pour faire ça, ni dans le monde, ni pour l'Europe, ni même pour la France. La catégorie aide publique aux entreprises en elle-même n'a jamais été considérée comme suffisamment importante pour qu'on la crée. Et c'est pour ça que le travail des sénateurs et sénatrices est super important. Et oui, ils sont partis d'une idée simple. La population a le droit de savoir ce qu'on fait des sous qui sont utilisés en son nom. Donc, dès que l'État aide financièrement une entreprise, d'une manière ou d'une autre, il s'agit bien d'une aide qu'il faut absolument recenser, suivre et évaluer. En suivant ce principe, ils ont relevé 2252 dispositifs d'aide publique pour un total de 211 milliards d'euros pour l'année 2023. Et cette superbe démarche de transparence démocratique, vous vous en doutez, a été extrêmement bien reçue, comprise et expliquée au grand public par, c'est leur métier, certains de nos grands journalistes économiques. Ah, ça va être qui les journalistes? On fait une prono. Ils vont mettre des extraits de qui? Moi, je pense que ça se joue entre Emmanuel Le Chypre, Nicolas Bouzou et François Langlais. Il y a un des trois. Saint-Cric? Pro? Ah non, on parle d'éditorialistes politiques quand même. Ça peut être Dominique Seux aussi. Ça peut être Dominique Seux ou peut-être même Olivier Babos de merde. Vous avez déjà vu la vidéo? Seux? Ça va être Dominique Seux, zut. Ce chiffre de 211. Je l'ai eu, j'avais dit François Langlais. J'avais dit François Langlais. François Langlais a une très belle voix par ailleurs. Il a une très belle voix, il parle comme ça avec une très belle voix. Oui, mais ils sont japonais. Quoi? C'était l'anglais, ah j'étais sûr. 11 milliards est complètement bidon. Et c'est bidon parce que c'est une addition de dépenses complètement hétéroclite, c'est des choux, des carottes et des oignons. Les allègements. Ah ouais, quand un Français va faire ses courses, qu'il prend des choux, des carottes et des oignons, il paye avec le même argent. Non? C'est quoi cette analogie de con? Imaginez que vous allez au supermarché. Vous achetez des choux, des carottes et des oignons. Ces produits n'ont rien à voir. Bah si, c'est des légumes. J'achète des légumes. Il est sérieux? de charge, on peut les voir comme un cadeau indu fait aux entreprises qui ne veulent pas payer la protection sociale, c'est vrai. Ou comme une aide à l'emploi qui profite à la collectivité. Et Bah non, mais non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Macron, ça fait 8 ans qu'il gouverne et qu'il fait ça et ça marche pas. Et la croissance patine. Et les créations d'emplois sont largement en dessous des projections. Donc non, en fait. On aurait pu... En 2017, le doute était peut-être encore permis, mais en pic 2025, c'est faux ce que tu dis. Effectivement, ça reste des cadeaux aux entreprises, sans contrepartie, et ça peine à créer l'emploi et la croissance qui devrait, normalement, contrebalancer ces dépenses. Voilà. En premier c'est un lieu, pot-au-feu, du coup, t'avais raison, Dissou. Je comprenais pas ton message, c'est bien un pot-au-feu, ouais. aux bénéficiaires. C'est la même chose pour les taux de TVA réduits. Qui en profite sinon? Le consommateur. Et Il y a des structures qui profitent du taux de TVA réduite, mais ça dépend de quelle structure on parle, quoi. Quand c'est des multinationales qui font des milliards et des milliards de bénéfices, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un taux de TVA réduite? Non. François, toujours au top. Non mais attendez, avant même de parler de la TVA et autres, des choux, des carottes, des oignons, pourquoi faudrait pas les compter ensemble en fait? Oui, voilà, si merci. tu veux savoir combien coûte ta soupe, faut bien faire l'addition des dépenses. Bah oui, Ah, merci, non, mais- on peut pas faire un truc avec des choux, des carottes et des oignons. Genre, ça se mélange pas. Ça se mélange très bien. Carottes et oignons? Tu veux faire un bœuf bourguignon, tu fais comment, frérot? Il est con ou quoi? Et Francky n'est pas une contradiction près, hein. Ce qu'il nous dit en somme, c'est qu'une même dépense peut rentrer dans plusieurs catégories. Mais ok, c'est exactement ce que dit le Sénat. On a plein de catégories différentes pour regarder, commenter et analyser ce qu'on dépense. Et ben, pour pouvoir faire ça correctement, on voudrait bien aussi une catégorie aide publique aux entreprises. Mais donc revenons sur Théo le zombie, qui vient de mettre dans le chat. D'ailleurs, le froid revient, la saison des soupes aussi. Et ça m'a évoqué l'hiver, et ça m'a donné envie d'être tranquillement au chaud dans une petite chaumière à boire de la soupe à l'oignon et aller faire des balades dans la forêt alors qu'il fait un peu froid. Je sais pas, ça m'a évoqué l'hiver et une sensation douillette extrêmement agréable. Voilà. Ma saison préférée, c'est l'automne, perso. C'est en ce moment. Ma période de l'année préférée d'un point de vue saison, c'est vraiment en ce moment. J'aime trop. Hier, on a fait une petite balade en bord de Seine avec Germaine. J'adore le temps qu'il fait. J'adore le début de l'automne. J'adore ça. Mais l'hiver, là, ça m'a un peu donné envie. Là. Le début de l'hiver, quand t'es bien content et t'es en mode genre, oh, je suis douillet chez moi. J'aime trop. Par contre, la fin de l'hiver, c'est insupportable et je déteste ça. Voilà. Moi, je suis team mi-saison en ce qui me concerne. J'aime le printemps et l'automne en particulier. Après, j'aime tout. J'aime la saison, quoi. son exemple de la TVA réduite. Oui, donc. Pourquoi est-ce que ça pourrait être compris comme une aide publique aux entreprises? C'est la même chose pour les taux de TVA réduits. Qui en profite sinon? Le consommateur. On va prendre
Le consommateur. Ah oui, quand les restaurateurs ont eu le droit sur leur taux de TVA réduite pour pouvoir faciliter l'emploi dans leur restaurant, parce que c'était un peu compliqué de payer les serveurs ultra exploités, ça n'a pas fait baisser les prix des restaurants, ça n'a pas vraiment augmenté les... Je spoil! Putain! Pardon, désolé, je connais trop mon sujet, excusez-moi. Bon, bah, je mets juste la vidéo, regardez, j'enlève même la cam. Désolé d'être trop fort, en fait. Excusez-moi, je suis désolé d'être trop fort. Le temps de détailler ce point parce que ça permet de comprendre pourquoi, même du point de vue du Sénat, on peut avoir plusieurs définitions de ce qu'est une aide publique. Vous le savez peut-être, les restaurants bénéficient d'une TVA réduite depuis 2009. J'aurais presque pu écrire la vidéo, en effet. Vous regarderez votre ticket de caisse, vous ne payez pas 20% de TVA quand vous mangez au resto. Normalement, cette TVA réduite est une aide pour les consommateurs. Le restaurateur est supposé vous facturer le prix qui coûte. Mon restaurateur, il a une tête d'emoji comme ça, je vais pas bouffer dans son restaurant. Je suis en mode genre, non. Pour ses dépenses et lui assure sa marge, disons 20 €. Et par-dessus se rajoute une TVA, pour l'exemple de 20%. Donc... Ça fait combien 20% de 20 €? Alors vous l'avez? Ça fait 4 €. 4 € qui s'en va dans les poches de l'État. Du coup, pour moi, tous les blancs ressemblent à ça. Il est jaune, c'est pas un blanc, t'es sérieux toi? Si la TVA passe à 10%, le restaurateur devrait garder ses 20 € et facturer 22 au total, au lieu de 24. Sauf que, en vrai, les restos ont plutôt maintenu les prix à 24 € et ils ont empoché les 2 € de réduction de TVA. Mais pourquoi ils feraient ça? Ils pensent pas aux bienfaits, ils pensent pas à leurs clients et aux bienfaits et au bien-être de leurs employés? Ils préfèrent garder ça pour eux et augmenter leurs bénéfices des restaurateurs. Vous savez ce que c'est que la cuisine en France et la glorieuse tradition culinaire de la France? Je veux pas croire que nos restaurateurs seraient égoïstes comme ça. Je refuse de le croire. Non, c'est des fake news de gauche, ça. Non. En bonus dans leur marge, comme l'indique le rapport de l'IPP. Et vous savez qui a déjà pointé ça du doigt en 2020? Attendez, en 2020... Un macroniste qui s'est contredit depuis? Le problème, c'est qu'on a déjà essayé. En baissant la TVA sur la restauration, c'était en 2009. Ah, parfois, il y a des gens, ils vieillissent vite. C'était en mode genre, wow, c'était il y a 5 ans, il a pris un coup de vieux. François Langlais, pour le coup, ne vieillit pas. Tu vois des débats de François Langlais face à Jean-Luc Mélenchon, là, le fameux débat face à Mélenchon sur le plateau de Ruquier où il disait « Mais ils sont japonais ». C'était en 2012, je crois. Il a la même tête que maintenant. Oui, c'est un macroniste. Et c'est vrai que c'est un macroniste, quand même. Genre. Alors, il y a des gens qui ne vieillissent pas. Et donc ça, voilà. Vous savez que parfois, je suis pas... Avec les chauves, je fais des blagues sur les chauves. Parfois, j'ai brusqué quelques chauves du chat. C'est vrai. Excusez-moi, messieurs chauves. Mais s'il y a des jeunes hommes... Là, je parle à tous les jeunes hommes du chat qui ont une calvasse, là. Vous avez 27 ans et une belle calvitie. Vous avez 30 ans, 31 ans et vous vous rasez le crâne parce que, de toute façon, c'est mort, c'est ça ou rien. Il y a un gros avantage à ça, c'est que vous allez vieillir au ralenti à partir de maintenant. Donc certes, c'est un peu dur de se retrouver chauve à 30 ans, mais derrière, vous allez avoir vous n'allez pas vieillir. Jusqu'à vos 60 ans, vous aurez la même tête et les gens se diront « Oh, il vieillit pas, hein. Oh, il vieillit pas, hein. C'est fou, hein. » Voilà. Donc, voilà, c'est... Bon, moi, je suis content d'avoir mes veuches, hein. Y a aucun souci avec ça. Je suis très content d'avoir mes veuches. Mais il y a quand même un avantage à être chauve, c'est qu'au moins, peut-être, tu vois moins ton corps dépérir. Au moins, tu vois pas tes cheveux dépérir parce que t'en as plus. T'as pas de problème de cheveux blancs, au moins, quoi. Voilà. En pure perte. Force à tous mes chauves, hein. Force à tous mes chauves du chat. Sauf si vous êtes Éric Ciotti ou François Langlais, bien sûr. La baisse avait largement profité aux restaurateurs, mais pas à l'emploi qui n'avait pas sensiblement progressé et pas davantage aux clients qui n'avaient pas vu leurs additions diminuer. Quand François attaque le François, j'adore. Donc, selon le François Langlais de 2020, les baisses de TVA peuvent être comptabilisées dans les aides aux entreprises. Mais histoire d'être bon joueur, la Commission propose quand même une définition plus restreinte, dans laquelle elle a enlevé notamment les baisses de TVA et les prêts de BPI France. Là, ok, donc ça garde que les allégements de cotisation sociale. On voit que c'est beaucoup les allégements de cotisation sociale. Donc rappel, qu'est-ce que c'est qu'une cotisation sociale? C'est en gros sur le coût qu'un salarié coûte à son employeur. T'as une partie, c'est le salarié qui l'a, le salaire net. T'as une partie, c'est le brut par rapport à la CSG, mes couilles là. Éventuellement l'imposition à la source, s'il y a l'imposition à la source. Mais il y a toute une autre partie qui n'est pas la différence entre le brut et le net à proprement parler, qui sont les cotisations sociales. Alors après, ça dépend si on parle de cotisations patronales ou salariales, mais bon, on s'en bat les couilles, je vais un petit peu simplifier, quoi. Et donc toute cette partie de cotisation, en fait, ça fait une bonne partie du salaire qu'on ne touche pas, parce que ça va dans la sécurité sociale et ça permet, à la fin, d'avoir une retraite et de pouvoir se faire soigner gratuitement quand on va à l'hôpital public. Donc c'est pas mal. Ça évite de devoir payer un fonds de pension pour sa retraite et ça évite de devoir payer une mutuelle pour ses assurances. Enfin, qui serait beaucoup plus cher, du coup, s'il n'y avait pas la sécu.
Donc c'est le principe de la sécurité sociale. Et ça, on appelle ça des cotisations sociales. Donc ça veut dire que quand il y a des allégements de cotisations sociales, c'est pour baisser le coût du travail à l'employeur. Mais du coup, ça fait 75 milliards qui devraient aller dans la sécu, qui ne va pas dans la sécu. Et donc du coup, après, ils sont en mode genre, comment on finance les retraites ? On va pouvoir financer les retraites. C'est une dinguerie, ça. Ah, tant pis, on va privatiser les retraites. Voilà. Donc cette grosse barre verte de 75 milliards, c'est la raison pour laquelle ils veulent augmenter l'âge de départ à la retraite et rembourser moins les soins. C'est la raison qu'il y a derrière. Alors en réalité, c'est encore un peu plus complexe que ça, parce qu'en vérité, le déficit, il se fait pas à partir de la sécurité sociale. Donc ils prennent l'argent de la TVA qui est censé aller dans le budget de l'État, ils le foutent dans la sécurité sociale parce qu'il n'y a plus ces 75 milliards-là qui manquent, ces 75 milliards-là manquent, et du coup, ça crée du déficit. Mais ça revient au même. Vous voyez, ça revient au même. C'est un jeu à somme nulle, quoi. Bref, tu connais bien ton sujet, tu devrais sortir une vidéo dessus. Ça arrive, les amis, ça arrive. Pour de vrai, pour de vrai. Juste, j'attends de repenser le projet. Il y aura peut-être une annonce là-dessus, un de ces quatre. Vous verrez. On tombe sur 108 milliards d'aides. Pourtant, et c'est très important de le rappeler, malgré les différences d'opinion des membres de la commission, On a quand même un président LR qui a bossé avec un rapporteur communiste. C'est bien ça, il est bien leur effet spécial, ça me plaît beaucoup ça. Ça, c'est mon type d'humour, ça. Ça me fait kiffer, ça. Joli grand écart. exactement, et malgré ces différences, donc, c'est bien le chiffre de 211 milliards qui a fait consensus, parce que c'est lui qui permet au mieux de faire l'inventaire d'une ligne de budget jusque-là non répertoriée, avec, on le rappelle, pas moins de 2252 dispositifs différents d'aide aux entreprises identifiés. 2252 dispositifs différents d'aide aux entreprises. Ça fait beaucoup, là, non? Ok, ouais, ça fait beaucoup de niches, hein. Beaucoup de niches pour un vrai milieu de chiens, quoi. On est d'accord. Mais De niche attention, fiscale, hein, c'est un jeu de mots. ces milliards et cette complexité, c'est pas une spécificité française. On l'a vu, tous les pays aident leurs entreprises. La vraie question, c'est quel objectif cherche-t-on à Et oui, atteindre? ils nous emmerdent pour le RSA. Est-ce que quelqu'un a le graphique de ce que coûte le RSA dans le budget C'est via la Sécu le RSA, je me souviens plus. Ou c'est via le budget de l'État? Ah, j'ai un doute. Non, parce que t'as des aides, notamment les aides un peu de la CAF, c'est la sécurité sociale. Le RSA, c'est dans le budget de l'État, non? Je sais plus. Si quelqu'un a le camembert avec la toute petite part qui est consacrée au RSA, c'est les régions le RSA? Bon, j'ai tout confondu. C'est les collectivités territoriales, ok. Bon, si quelqu'un a une espèce de petit camembert avec le coût du RSA dans les dépenses publiques ou ce genre de choses, c'est les régions et les départements. J'avais tout mélangé. C'est pour ça que je me disais, attends, je me souviens plus. C'est État ou Sécu? Bah non, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Ok. En tout cas, je sais que j'avais vu un peu le coût du RSA comparé à toutes les dépenses publiques de manière générale. Quand tu fais un gros camembert, là, comme ça, un graphique, il est tout petit, ça fait une mini tranche, une toute petite tranche. C'est vraiment pas grand-chose, le RSA, quoi. Comme l'aide médicale d'État dans le budget de la Sécu. C'est le budget de la Sécu, l'aide médicale d'État? Enfin bref, c'est des sommes qui, en vérité, quand on regarde le total des dépenses publiques, des trucs comme le RSA ou des trucs comme l'aide médicale d'État, ça représente vraiment pas grand-chose, quoi. Et c'est ça sur lesquels ils se focalisent en premier. 12 milliards par an le RSA. Alors 12 milliards, c'est pas rien. C'est pas rien 12 milliards d'euros. On va pas dire le contraire, c'est pas rien 12 milliards d'euros. Mais déjà, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que les gens qui sont au RSA, ils dépensent chaque euro de leur RSA dans l'économie réelle, dans des courses principalement. Voilà. Et donc du coup, sur ces 12 milliards du RSA, déjà tu prends 20% à peu près, un peu moins parce qu'il y a des TVA réduites sur certains produits, ça revient dans les caisses de l'État. Instantanément, ça ne part pas dans des comptes en banque, ça ne part pas dans l'épargne, ça ne fait pas de l'argent qui dort. Donc du coup, allez, on va arrondir à 15%, on va arrondir à 15%. Parce qu'on va dire qu'il y a la TVA à 20%, mais pour le reste, il y a des trucs de TVA réduite. Vous savez quoi, c'est même encore plus simple, on va dire à 10%. On va dire qu'en tout, il y a 10% qui repart dans la TVA sur les 12 milliards. Et déjà sur les 12 milliards, tu peux enlever... Allez, on va arrondir, tu peux enlever 2 milliards déjà qui revient instantanément sous forme de TVA, quoi. Et dans les loyers aussi, alors oui, dans le loyer aussi, tout à fait. Donc le loyer, pour le coup, c'est un peu moins l'économie réelle. C'est vrai. Bon bref, en tout cas, encore une fois, ça c'est un grand principe qu'il faut répéter. L'argent que tu donnes aux pauvres part dans l'économie. Chaque euro de l'argent que tu donnes aux pauvres, c'est dit de manière un peu simple, repart dans l'économie réelle. Et donc du coup, c'est une dépense publique qui est en réalité plus saine d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue budgétaire que juste filer des milliards à une entreprise et tu sais pas où ça part, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc bref, tout ça pour dire que le RSA, pour ceux qui veulent faire des économies sur les finances publiques ou je sais pas quoi là, et qui sont direct en mode le problème c'est le RSA. Bah, c'est que vous êtes des espèces de droitards anti-assistanat qui a un discours politique derrière. Mais c'est pas une vraie mesure d'efficacité budgétaire en réalité, quoi. Voilà. Et comment on fait pour investir si on laisse tout aux pauvres? Bon, à part la finance publique par exemple. Voilà. Comme BPI France, et disait tout à l'heure, 40-50 milliards, je sais plus combien, d'investissements pilotés par la puissance publique à travers BPI France. Bon, voilà, on peut faire ça par exemple.
Et C'est pas est-ce interdit, qu'on y hein. parvient ? Ça, c'est la question de l'efficacité. Moi, je serais pour ça. Moi, je serais. Une France qui me plaît économiquement, ça serait une France où le taux de prélèvement obligatoire est à 80% et le taux de dépenses publiques est à 90% du PIB. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait kiffer. Là, ça commencera à parler. Là, on aurait de la planification économique. Voilà. Là, on aura un système social sympa. Là, ça commence à ressembler un peu à du communisme. Pour l'instant, on a quoi ? 57% de PIB en dépenses publiques ? On peut mieux faire. Hein. On peut monter à 90, je pense. Hein. Là, ça serait bien. Là, l'économie, on pourrait la réguler et la gérer. Voilà. Et puis également, combien Ça ferait 10% de déficit. C'est une façon de parler. ça nous coûte d'atteindre nos objectifs. 90% de taux de prélèvement obligatoire en point de PIB, 90% de dépenses publiques, orthodoxie budgétaire parfaite, déficit nul chaque année. Et tout passe par la puissance publique, quasiment. Tu laisses 10%, les 10%, c'est 2-3 artisans menuisiers avec leur petite camionnette et les gens qui vendent des fruits sur le marché. Voilà, en gros. Est-ce qu'on pourrait pas réduire l'économie de marché au régalien ? Le concept de fonction régalienne du marché. Personne n'a jamais parlé de ça. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un théorise ça pour aller faire passer le communisme un peu en douceur. En mode genre, non, on a besoin d'économie de marché, mais il faut réduire l'économie de marché à ses fonctions régaliennes, ce qui ne peut pas être pris en charge par la puissance publique. Les brocanteurs, les antiquaires, les marchands de fruits et légumes, certains. Vous voyez ? Voilà, le marché de l'occasion de cartes Pokémon. Moi, je veux pas que ça passe par la puissance publique. Vous vous démerdez. Si c'est l'économie de marché pour ça, c'est très bien. Il y a aucun souci avec ça. Tout le reste, ça passe par la puissance publique. Et on appellerait ça réduire le marché à ses fonctions régaliennes. Ça serait pas mal, hein, pour faire passer le communisme en douceur et dire c'est pas du communisme, il y a encore une économie de marché, vous êtes cons, il y a juste le minimum possible d'économie de marché. Voilà. J'aimerais bien, hein. J'ai jamais entendu personne dire ça, mais c'est une de mes hot takes. Voilà. Retourner le mot d'ordre libéral, parce que les libéraux ils disent ça pour l'État. Ils disent il faut réduire l'État à ses fonctions régaliennes, les ultra-libéraux. Ils sont en mode l'État c'est pas fait pour gérer l'économie, l'État c'est fait pour ce qu'on ne peut pas privatiser, c'est-à-dire la justice, la police, l'armée, en gros. Et tout le reste, tu privatises tout. Et ça, les ultra-libéraux qui sont là-dessus, ils parlent des fonctions régaliennes de l'État, ils veulent réduire l'État à ses fonctions régaliennes. Et ben on pourrait faire le contraire en disant il faut réduire le marché à ce qu'on appellerait ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire des trucs où c'est pas forcément très utile ou pertinent de le faire passer intégralement par la puissance publique, quoi. Voilà. Comme typiquement le marché de l'occasion sur certains trucs et tout, quoi. Voilà. Moi je trouve qu'elle est pas mal cette idée. Je trouve qu'elle est pas mal. La nourriture, c'est régalien. Bah ouais, parce que tu peux. Enfin, c'est pas considéré comme régalien, mais tu peux considérer qu'il y a des trucs qui sont des droits humains qui doivent être gérés par la puissance publique, qui ne doivent pas être soumis aux lois du marché et aux lois du profit surtout, comme l'école, l'alimentation, le logement. Et pour le coup, c'est pas le cas. On a Carrefour et les manias de l'immobilier, quoi. Voilà. Sous le communisme, il n'y aura plus l'aliénation permettant que des adultes soient fans de Pokémon. Non, d'accord. Mais il y a d'autres marchés de l'occasion, des mecs qui veulent se vendre des vieilles guitares vintage des années 70 super chères parce que c'est des beaux objets de collection. Bon, à la limite, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas l'immobilier, la bouffe, les trucs comme ça. Ça, non. On sort ça du marché, pitié, quoi. L'accès au réseau, tout à fait. Ça, c'est la question de l'efficience. Bon, on va couper court. L'une des grandes découvertes de la commission d'enquête, ce qui a choqué tout le monde, c'est qu'il n'y a ni suivi, ni évaluation systématique des dispositifs d'aide. Donc, oui, il n'y a pas de conditionnalité. Dans la plupart des cas, on ne sait pas dire si nos aides sont efficaces, et encore moins si elles sont efficientes. Alors, on reviendra sur ce point, mais forcément, suivi et évaluation... Vous avez fait la même blague. La bouffe, c'est régalien, la preuve. On se régale. Yes, pas mal. Et Volchan TV qui a fait la nourriture, ça régale, mais c'est pas régalien. Ah, vraiment les rois du calembour sur ce chat. Ce stream régale en tout cas, il est régalien. Bon, allez, bref. Les dispositifs d'aide figurent en gras dans les recommandations faites par le Sénat. Pourtant, d'après les grands chefs d'entreprise qui ont été auditionnés... Oui, parce que les sénateurs et sénatrices ont entendu une trentaine de chefs d'entreprise de grands groupes français et internationaux. Voilà, donc d'après eux, il n'y a pas besoin de tergiverser. Les aides aux entreprises n'ont de toute manière qu'un seul objectif, je suis sûr que vous l'avez... Faire du profit. La réduction de l'immense fardeau que représente... Attends, en non, France... j'ai pas écouté, pas les patrons, j'ai tout whippine. Désolé, je rembobine. Désolé, excusez-moi, c'est ma faute. Une trentaine de chefs d'entreprise de grands groupes français et internationaux. Okay. Voilà, donc d'après eux, il n'y a pas besoin de tergiverser. Les aides aux entreprises n'ont de toute manière qu'un seul objectif, je suis sûr que vous l'avez, la réduction de l'immense fardeau que représente en France le coût du travail. Et oui, il n'y a pas besoin d'évaluer. Pour un patron, baisser le coût du travail, c'est augmenter ses bénéfices. Ça revient à peu près au même. D'ailleurs, là, c'est vraiment, on est sur du marxisme by the book. Hein. Voilà. C'est vraiment ça. Oui, je rembobine, j'ai pas le droit de dire ça. Moi, je suis un enfant des années 90. Moi, je suis un enfant des années 90.
Moi, j'ai grandi avec des VHS. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, ça, c'est vraiment un truc de concept marxiste sur qu'est-ce que c'est que l'exploitation, machin bidule. Vraiment, pour augmenter son bénéfice, ce qui est le but d'un chef d'entreprise, réduire le coût de son travail, donc l'argent qu'il verse à l'ouvrier, etc., etc. C'est vraiment la base de la base pour un patron qui exploite, quoi. Voilà. Mais quoi que ce soit, embaucher en France, ça coûte trop cher à cause des charges sociales. Tu veux dire cotisation, non? Non. Oui, je connais le débat sémantique sur Bruno, il m'a manqué. les charges. Petit ange parti trop tard. Que de la sémantique. L'entrepreneur que je suis devenu trouve que c'est des charges. Donc, pour être compétitif, Au moins, il est honnête. Hein. Non, c'est des charges. Hein. Et c'est vrai, d'un point de vue patronal, parler de charges sociales, c'est de l'argent, c'est un manque à gagner pour le patron. Tiens, on revient sur le terme manque à gagner. Mais pour un travailleur, les cotisations sociales, c'est du salaire différé qu'on récupère sous forme de retraite et de soins. Voilà. par rapport aux autres pays, il faut que l'État aide les entreprises. Tant qu'on n'est pas plus compétitif que les autres, et ben voilà, faut continuer d'aider. Oui, voilà, c'était d'ailleurs tout l'objectif du CICE. Réduire les cotisations sur Oui, car c'était le crédit d'impôt compétitivité emploi. Le but, c'était de créer de l'emploi en devenant plus compétitif. Ça n'a fait ni l'un ni l'autre. bas salaire, donc plus de marge pour les entreprises, et donc quoi déjà? Que vont faire les chefs d'entreprise de ce soutien qui n'est pas une aide ponctuelle, qui est une aide structurelle? Ils vont l'utiliser pour se le mettre dans les poches et faire plus de bénéfices car ce sont des patrons. C'est ça la vraie réponse. Et lui, il va dire « Créer de l'emploi, 1 million d'emplois. » Vous êtes prêts? Vont-elles augmenter leurs investissements? Ce serait bon Ils vont pour pas la le faire. compétitivité et donc pour l'emploi. Vont-elles augmenter les salaires? Ce serait bon pour Non, le ils l'ont pas pouvoir fait, d'achat. non, ils l'ont pas fait. Vont-elles créer de l'emploi? Ce serait bon pour la lutte Mais ils l'ont pas fait, ils sont partis avec la caisse, hein. Ils sont partis avec la thune globalement. contre le chômage. Alors il peut y avoir des usages qui méritent d'être ici surveillés, mais Oui. ne commençons pas à avoir un principe de suspicion. Ah bah si, pardon. Faut pas avoir de principe suspicion avec le patronat. Bah si, au contraire. Il dit précisément le contraire de la réalité, monsieur Hollande, là-haut. Allô? Waouh, c'est imparable comme raisonnement. Toutes ces questions qui trouvent des réponses, il est fort. Mais wow, il a même pas parlé de dividendes. Et quoi? Bon, d'après ce tableau de France Stratégie, le CICE était supposé agir suivant 3 canaux. Vous allez voir, il y a à manger pour tout le monde. 3 canaux. Donc c'est les 3 trucs qu'il a dit. Soit augmenter les salaires, donc ça augmente la consommation et la croissance et la TVA qui va dans l'État. Deuxième truc, créer de l'emploi, bah pareil, ça augmente la croissance et c'est bien. Et le troisième, c'est faire des investissements dans l'économie pour préparer l'industrie de demain. Ça va être ça les 3 axes. Ils ont fait à peu près aucun des 3. Spoiler? Premier canal, l'effet Ah de non. trésorerie. Votre entreprise est à deux C'est plus doigts de technique que ça. licencier parce que vos marges sont faibles. Ne vous inquiétez pas, le CICE apporte de la trésorerie en plus, ce qui vous permet d'éviter le pire et de conserver les emplois. Deuxième canal, la baisse Il du y a coût plus de petits extraits rigolos que dans la saison 1 où je rêve. Là, le truc un peu avec les stock images de cons là, pour faire un côté il y avait moins ça dans la saison précédente. C'était un petit peu plus simple en termes d'habillage, non? Il y avait moins de petits moments humoristiques comme ça avec des petites musiques, je trouve. Peut-être que je rêve. du travail. La main-d'œuvre étant moins chère, votre entreprise peut baisser ses prix tout en conservant ses marges. Du coup, baisse des prix, donc théoriquement hausse des ventes, donc augmentation de la production. Pour vendre plus, il faut produire plus. Mais pour produire plus, il faut embaucher et paf, plus d'emplois. Bravo. Dernier canal, travail moins cher égale plus de marge. Là, on ne baisse pas les prix, mais on se sert des marges supplémentaires pour innover. Le Made in France devient plus désirable, les carnets de commandes se remplissent et les entreprises françaises doivent construire de nouvelles usines et donc, il faut embaucher. Créer de l'emploi. Donc le but de tout ça, ça reste de créer de l'emploi, quoi. En étant plus compétitif, comme le nom l'indique. Crédit, impôt, compétitivité, emploi. Et encore une fois, quand on voit Sanofi, ce qui s'est passé avec Sanofi dernièrement, là, ils ont revendu le paracétamol aux Américains ou c'est pas tout à fait ça? Mais il y a eu des trucs où ils sont à moitié barrés aux States, ils sont vendus aux États-Unis, quoi. Bon, c'est clairement pas ça qui s'est passé, quoi. C'est clairement pas ça qui s'est passé. Et puis là, on commence à avoir du recul, hein. C'était il y a 10 ans le CICE, plus que ça même. De nouvelles usines au Bangladesh. Oui, le Doliprane, pas le paracétamol, le Doliprane précisément, quoi. Ok. Construire de nouvelles usines et donc, il faut embaucher. De nouvelles usines au Bangladesh, bien sûr. Toujours viser le moins cher, c'est possible. Non, pas au Bangladesh. En France, les usines. Ah, on va interdire les délocalisations?
Non, interdire, tu te rends compte, ce serait liberticide. Non, faut faire confiance un peu, hein. Ne commençons pas à avoir un principe de suspicion. Donc vous avez compris, c'est infaillible. Les entreprises françaises sont rendues plus compétitives parce qu'elles reçoivent un boost de bénéfices. Au pire, ça préserve des emplois, et au mieux, ça en crée. Vous êtes convaincus? Nous, oui. À fond. Non, je suis pas convaincu, je suis désolé. Je suis désolé, monsieur le président de la République Hollande, je ne suis pas convaincu, car je n'ai pas confiance dans le patronat. Bon allez, et si on était un peu suspicieux quand même? Non, on va arrêter. Il était marrant ce passage, il était vraiment marrant. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi. Où sont les failles de ce raisonnement? En fait, il manque 2 canaux. Celui du plus de marge, donc plus de sous de côté pour le au cas où, donc en fait ça part en épargne d'entreprise, et puis surtout celui du plus de marge, donc plus de dividendes pour les actionnaires. Et bon, vu que les entreprises du CAC 40 battent des records de versement de dividendes et de rachat d'actions quasi tous les ans depuis 2014, c'est un canal qui a l'air de pas mal fonctionner quand même, c'est dommage de l'avoir oublié. Mais en fait, en plus de ces oublis de canaux, il y a un problème plus profond de compréhension de la théorie économique. C'est ce que nous explique l'unité de recherche de l'Université de Lille du Clercé dans son rapport « Un capitalisme sous perfusion ». Reprenons depuis le début. Pourquoi on veut de l'innovation? Parce que d'après le modèle de Solo Swan, la croissance économique viendrait de là. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo, mais sachez simplement qu'il existe un modèle économique très théorique qui dit que plus d'innovation égale plus de croissance économique. Donc si les entreprises voulaient de la croissance, elles devraient avoir naturellement envie d'innover. Si elles ne le font pas, c'est sûrement qu'elles n'en ont pas les moyens. D'où le CICE pour les aider. Ok, d'accord. Bon, l'effet Slow Swan, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça paraît à peu près logique. L'idée, j'imagine, étude à l'appui, mais j'imagine que l'idée, c'est si on innove, ça crée des nouveaux types d'emplois, en fait. Imaginons, on innove, on invente un nouveau produit innovant ou un nouveau process, une nouvelle méthode pour créer un produit. C'est en mode, ça marche super bien, c'est cool, bah, faut mettre en place les process. Donc, du coup, il faut former des nouvelles personnes à des nouveaux emplois, créer de l'emploi pour aller faire ça, pour aller créer un nouveau produit, utiliser des nouvelles machines, installer des nouvelles machines. Donc, j'imagine que créer de l'innovation, c'est, in fine, ça revient à créer de l'emploi et donc de la croissance, quoi. J'imagine que c'est quelque chose un petit peu comme ça, hein. Mais c'est plus vicieux, ok. Sauf que ça marche pas comme ça. Les entreprises ne veulent pas... J'ai pas dit que ça marchait comme ça, j'ai dit que je pense que l'idée c'était ça, de dire innovation égale croissance. Mais du coup, bon, à voir. La croissance économique du pays, ce qu'elles cherchent, c'est plus de profit. Et l'outil qu'elles utilisent pour l'atteindre, c'est l'augmentation de la productivité par la réduction des coûts. Les entreprises sont des machines à essayer de réduire les coûts pour maximiser les profits. Oui. Tout à fait, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je disais en mode ça, c'est vraiment du marxisme de base, quoi. Mais pourtant, c'est pas marxiste, hein. L'angle de ces vidéos ne sont pas marxistes, mais il y a certains constats qui sont partagés par le marxisme sur l'optimisation, la maximisation des bénéfices par le patronat, par la réduction des coûts. Ça, c'est un truc, un économiste de gauche qui est pas anticapitaliste à proprement parler, est d'accord et rejoint Marx directement là-dessus, quoi. Bon, mais pour réduire les coûts, on n'est pas obligé d'innover. On peut aussi exploiter les travailleurs jusqu'à la corde. Augmenter le temps de travail, réduire les salaires, menacer le licenciement, tout ça, quoi. Oui, privatiser la sécurité sociale sans qu'il y ait d'augmentation de salaire par ailleurs et leur laisser se démerder avec leur maigre salaire pour aller payer une mutuelle, quoi. Ça peut être ça aussi, par exemple. Et si la loi ne permet C'est un peu ce qui se fait en France. pas tout ça, on peut délocaliser pour aller le faire là où c'est autorisé. Innover est le chemin le plus long et le plus incertain vers la réduction des coûts. Il faut dépenser des fortunes en R&D, là, recherche et développement, sans aucune certitude de trouver quoi que ce soit d'utile. C'est pour ça que les entreprises ont besoin d'être poussées aux fesses et en partie aidées pour y aller. Mais d'après... Ouais, et c'est pour ça que le crédit impôt recherche, dont on parlait tout à l'heure, c'est une énorme douille. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur à la propriété, au service propriété intellectuelle de Valeo, ça ne crée pas de l'innovation et de l'emploi. C'est sur la base de ce qui se faisait déjà, sur la base de l'activité économique existante, déposer un max de brevets pour dire qu'on innove. Vous savez quoi, j'étais pas en interne chez Valeo, j'étais dans une boîte de conseil et j'étais en mission chez Valeo. Elle s'appelait comment la boîte? Elle s'appelait Innovatim. Car il faut innover l'industrie française. Donc la boîte avec innovation à l'intérieur m'a envoyé en mission chez Valeo pour faire du dépôt de brevets qui ne correspondait à aucune innovation concrète, mais uniquement à une manière d'aller chercher du crédit impôt recherche. Ça s'invente pas, hein. Ça s'invente pas. J'ai vécu dans ma chair de travailleur ce qu'ils décrivent là exactement, hein, si on prend l'exemple du crédit impôt recherche. Donc bon, Innovatim. Alors après, en vrai, moi je dis ça, s'il y a des gens qui sont sortis de petites écoles d'ingénieurs à devoir aller vendre son cul à une SS2I là, non, comment ça s'appelle, ça s'appelle comment, une SS2I, c'est ça? Je me souviens plus. Les espèces de boîtes de conseil, vous avez le choix entre plein de grosses boîtes. Celle-là, c'était pas la pire, hein. C'était pas la pire en termes d'ambiance et de ESN, maintenant on dit ESN.
C'était pas la pire en vrai. C'était pas la pire de celle que j'ai pu voir. Mais voilà, c'était vraiment innovative pour l'innovation. Et moi, ce qu'ils m'ont fait faire, c'était aller gratter de l'argent public. C'était pas de l'innovation. Voilà. Après, la théorie, ce qui les incite réellement à choisir cette voie, c'est la perspective de pouvoir substituer du travail cher par des machines moins chères. Et oui, c'est ce qui coûte cher, ce sont les employés, les salaires à payer. Alors pour réduire les coûts et augmenter les marges, on a tout intérêt à viser l'automatisation. Et oui, tu remplaces des caissières que tu dois payer tous les mois, des caissiers, pardon, par des caisses automatiques. Tadam! Tu réduis ta masse salariale pour augmenter ton bénéfice, ton profit, sans même changer ton chiffre d'affaires. Pratique, tu gagnes pas plus d'argent, mais comme tu payes moins les salariés parce que tu supprimes des postes, tu gardes toute la thune pour toi. Enfin, tu gardes plus de thune pour toi. Ça, c'est un truc, ça se voit tout le temps. Tout le temps. C'est un vieux débat, quoi. Et évidemment. Là où le progrès technique aurait dû nous libérer du travail, et on bosse tous 10 heures par jour parce que les machines font tout à notre place et on peut jouir de notre existence en paix. Eh ben non. Au lieu de ça, l'évolution technique est au service du patronat qui utilise ça pour réduire les coûts, virer des gens et après être en mode genre bah alors les salariés c'est dur, il y a plus beaucoup d'emplois donc on va vous embaucher pour pas cher. C'est horrible. Moi ça c'est un des trucs qui me fait péter un câble. D'ailleurs attendez, bougez pas. Je crois que je l'ai, je suis pas sûr. Bon, c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais un vieux bouquin des années 60 que j'avais trouvé dans la rue ou dans une biblio, une cabine bibliothèque là. Et dedans il y avait écrit genre dans les années 2020, nous ne travaillerons plus car les machines travailleront à notre place. Et bah non, c'est non. Par contre j'ai trouvé ça, regardez, le petit livre vert. C'est Le Capital de Marx en anglais, en version réduite. Je sais pas ce que ça fout dans ma bibliothèque. Je crois que c'est Germaine Fourchette qui l'a trouvé quelque part. Voilà. Donc je peux vous commencer. On lit le début du Capital ou pas? Introduction en anglais. The system of economic thought founded by Karl Marx differs profoundly from the economics which are taught in British and American universities today. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est stylé. Édition du Capital en anglais. Intéressant. Il faut dépenser en R&D. Pourquoi vert? Je sais pas. Car derrière le vert du marxisme se cache le vert de l'islam. Bref. On l'espère, réussir à innover afin de remplacer les travailleurs chers par des machines moins chères. Autrement dit, si on veut... Oui, le petit livre vert, c'est Kadhafi, ouais, tu m'avais dit. Tu l'avais pas lu en live, Nibakou, toi? Non, tous les sens, il faut bien signifier aux entreprises que la dynamique à l'œuvre, la tendance de fond, c'est la hausse des salaires, la hausse du coût du travail. Dans ce cas, si c'est pas possible de surexploiter, si c'est pas possible de délocaliser, alors il n'y a qu'une seule solution pour augmenter les profits, innover. La promesse d'un coût du travail moins important, ici ou ailleurs, n'est donc plus du tout une bonne incitation. En revanche, il est certain que pour innover, il faut pouvoir investir. Mais dans ce cas-là, la solution est peut-être davantage à chercher du côté d'un système financier capable d'avoir une vision à long terme, capable de prendre le risque de financer la très incertaine et coûteuse R&D. Comme par exemple... les plans quinquennaux du camarade Xi Jinping. Donc oui, on en revient toujours au même sujet. Si on veut vraiment innover pour créer de la croissance par l'innovation, tant mieux, c'est bien en vrai, c'est plutôt bien, c'est plutôt sain de dire ça de base. Mais si on n'a pas une vision de long terme, c'est impossible de le faire. Et l'économie hyper financiarisée qu'on a en Occident, ce qui ne veut pas dire l'économie chinoise est financiarisée, mais comme il y a un parti ultra central qui quand même décide de planifier l'économie et puis c'est comme ça et c'est pas autrement, ça permet de se projeter en avant et c'est déjà plus propice à des vraies politiques d'innovation sur le long terme. On se projette sur le temps long et ça, nos bonnes vieilles démocraties libérales capitalistes européennes et américaines, bah non, on fait pas ça, on fait le contraire parce que la logique de marché, la logique financière, c'est une logique à très court terme souvent. Déjà 6 mois sur le marché, c'est considéré comme très très long. 6 mois dans l'industrie et l'innovation, c'est que dalle, c'est que dalle. Donc il y a ce décalage dans les temporalités qui fait qu'on va rien, en fait, on va rien faire. Nous les Occidentaux, on va rien faire. On va se faire baiser par le marché, quoi. Voilà. Donc, l'argument des patrons selon lequel c'est le coût du travail élevé qui, parce qu'il réduit les marges, empêche... Ce qui ne veut pas dire que j'appelle de mes voeux un gouvernement type Xi Jinping en France. Il y a d'autres problèmes en Chine, ça va pas du tout, évidemment. Mais là, on parle d'économie, on parle de planification. L'innovation n'est pas fondée. S'il faut certainement aider les entreprises à innover, un coût du travail élevé demeure une excellente incitation. Maintenant, les patrons ont un autre argument
Attends, je réponds à cette question rapidement, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, j'ai envie de te répondre. Bonjour Ibo, je suis tes streams depuis un moment et j'ai cru comprendre que Germaine Fourchette, ma copine du coup, était psychologue en milieu scolaire, tout à fait. Psy-EN, on dit, dans le milieu. Étant en études de psycho, je voulais savoir si pour être psychologue de l'éducation nationale, il était obligatoire d'être prof pendant au moins 2 ans avant. Merci d'avance. Non, pas du tout. C'est un concours. C'est un concours que tu peux passer, donc il faut le préparer un petit peu. T'as un concours pour le primaire, où là, c'est ce qu'a fait Germaine Fourchette, et un concours dans le secondaire, collège et lycée. Mais là, c'est plus, t'es lié à l'orientation, tu travailles avec les CIO, les centres d'orientation, etc. Donc, après, tu choisis ces 2 concours différents, mais à partir du moment où tu as un bac plus 5, il me semble que tu peux passer ce concours. Pour te dire, Germaine Fourchette, elle avait un master en psychologie sociale, qu'elle a fait à Nanterre, la fac où se sont rencontrés mes parents. Voilà. Et la fac qu'a fait Nicolas Sarkozy aussi, mais peu importe, je crois que c'est ça. Et donc, elle avait un master de psychologie sociale de Nanterre. Elle a fait, vas-y, je vais tenter de passer le concours. Elle avait fait 2 ans, elle avait été surveillante 2 ans avant. Elle avait fait aussi 1 an de psy-EN. Mais pas après le concours, elle était en contractuel. Donc tu peux aussi éventuellement, mais attention parce que t'arrives comme ça dans le grand bain direct sans préparation, tu peux aussi éventuellement essayer de voir si t'es en région parisienne, ça se trouve, elle c'était à Paris, pour être psy-EN, psychologue scolaire pendant 1 an pour voir si ça te plaît plutôt et après en parallèle passer le concours. Ou alors tu dis direct, je passe le concours, je deviens psy-EN. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'expérience préalable à l'éducation nationale pour être psy-EN. Voilà. On va reprendre maintenant. Qui revient très souvent. Pour que les entreprises françaises innovent, encore faut-il qu'elles existent. Parce que les entreprises françaises seraient surtaxées et surréglementées, et que du coup, face à la concurrence internationale, sans ces aides de l'État, elles risquent... Garde-le pour toi, t'as le droit de penser ça, mais quel est l'intérêt de l'afficher sur un chat Twitch, frérot? Tout simplement. Ça va. Notre problème, c'est 2 fois, attention, la 3e, je vais me fâcher tout rouge. Dans ce marché unique. Mais là, la concurrence, elle est surtout féroce à l'extérieur. Et là... Pardon, mais j'ai l'impression que nous n'en disons jamais un mot. On va en dire un peu plus qu'un mot, nous. Tu me déconcentres, Nibaku, tu me dis focus, et après tu mets des messages, je n'arrive pas à regarder la vidéo. Je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas ces provocations de Nibaku TV sur le chat. Ça suffit 5 minutes les conneries, j'essaye de travailler. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les 2-3 ans, on a un mouvement agricole qui explose. Oui. À chaque fois, le discours est à peu près le même. Si on autorise l'importation du poulet du Brésil, alors pour rester compétitif, il faut aussi importer la législation du Brésil. Mais on peut remplacer poulet du Brésil par bovin d'Argentine ou noisettes de Turquie. Les combinaisons sont infinies. Alors comment on fait face à des pays qui exploitent leurs travailleurs, leur sol et traitent leur production avec des produits plus que douteux? Depuis les années 60 et jusqu'aux années 90, gagner la concurrence agricole, c'était facile. On pouvait faire de plus en plus de libre-échange sans trop de dommages parce que les fermes françaises avaient un avantage technologique massif. Il était possible, en achetant des tracteurs et autres engins mécaniques, d'être plus compétitif que la majorité des fermes étrangères qui retournaient la terre à la main. Du coup, la France, malgré un territoire plutôt petit, était le 2e exportateur mondial de produits agricoles derrière les États-Unis. Juste Master 2 en psychologie sociale à Nanterre, c'est ce qu'a fait ma compagne. Elle était en quelle année à Nanterre? Ça se trouve, elle était dans la même classe que Germaine Fourchette, ça se trouve, elles sont connues. Ça serait fou, ça. Que dans les années 2000. Aujourd'hui, le classement de 2019 montre que la France est 9e. Ce qui s'est passé, c'est que l'avantage technologique... Germaine Fourchette, elle a eu son diplôme en 2018. Elle a eu son Master 2 en 2018. La cérémonie de diplôme, j'y étais à Nanterre, c'était en 2018. Voilà. Donc, putz, ça m'intrigue. On a 40 ans. Vous êtes des yeux. Vous êtes des yeux. Bon, peut-être si vous êtes en région parisienne, peut-être que ta copine a bossé avec la mienne. C'est pas impossible. Technologique écrasant des fermes françaises n'existe plus. Les Brésiliens... Attends. Ce que tu voulais dire, Onibaku, c'est moi ce que j'aimerais, c'est des plans quinquennaux, mais avec une presse libre et indépendante. Oui, littéralement, non ironiquement, oui. Oui, c'est mon idéal de société dans le cadre capitaliste. Parce que sinon, mon idéal de société, c'est un peu celui qui est décrit par Marx à la toute fin, là, en mode une société sans classe et sans exploitation de l'homme par l'homme. Évidemment, ça c'est l'horizon absolu. Mais dans le cadre du capitalisme, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Plan quinquennaux et liberté de la presse. Banger, hein. Ça n'a pas un nom, ça? Ça s'appelle la République sociale. La sociale, voilà. Bref. Technologique écrasant des fermes françaises n'existe plus. Les Brésiliens ou les Chinois qui nous sont passés devant ont la capacité d'acheter les mêmes tracteurs, les mêmes robots, les mêmes engrais. La seule différence entre tous ces pays, ce sont leurs politiques économiques. L'imposition, les aides publiques, les normes sanitaires ou environnementales et les salaires. Du coup, ce serait sur ces critères qu'il faudrait jouer pour gagner la bataille de la concurrence internationale. Et on arrive à notre choix impossible.
Gilles, pour préserver l'agriculture française, faut-il, réponse A, abolir les normes sanitaires, rétablir l'esclavage dans l'agriculture Rétablir l'esclavage dans l'agriculture, il y a déjà un peu l'esclavage dans l'agriculture. Hein. Tu vas avoir des vignerons pétés d'oseille là dans le sud-ouest, non pas forcément dans le sud-ouest, peu importe. Tu vas avoir des vignerons pétés d'oseille là. Leur main-d'œuvre, c'est des immigrés en situation irrégulière qui dorment dans des tentes sous 40 degrés et qui bossent 14 heures par jour pendant 2 mois. Hein. C'est déjà quasiment un peu de l'esclavage, mais ok. En tout cas, je répète ce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a plus de petites blagues, plus de petites mises en scène que dans la saison 1, hein, j'ai l'impression. Après, ça fait souvent ça, quand t'as fait un format une première année, la deuxième année, tu te décomplexes un petit peu plus. Je sais pas si c'est lié au fait que ça soit autoproduit et pas chez Blast aussi, peut-être chez Blast c'est un peu plus carré. Enfin carré, c'est un peu plus sérieux entre guillemets. Je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a plus de petites mises en scène et ça me plaît beaucoup. Voilà. 20 au 17 bêta-œstradiol. Réponse B, créer une aide publique massive pour compenser la non-compétitivité de nos normes de hippie. Réponse B, bien sûr. Mais attends. Une aide publique massive, c'est Nicolas qui paye du coup. Il faudrait que Nicolas paye, il faudrait que le citoyen français paye pour avoir une agriculture de qualité. Bah ouais, non, du coup, ouais. Si on fait payer les riches et puis c'est bon, let's go. Eh ben, c'est compliqué, mais je vais partir sur la réponse B quand même, préserver nos normes de hippie à coût de milliards d'euros. Après, c'est vrai que pour ceux qui sont pas contre l'esclavage, mais qui sont vent debout contre l'impôt et les dépenses publiques, moi, je peux comprendre que la réponse A soit convaincante. Réponse. La réponse D. C'est la fin de l'émission. Bon, et sinon, c'est le même raisonnement qui s'impose quand il s'agit de lancer une nouvelle filière. Réponse C, instaurer le communisme internationaliste à l'échelle mondiale pour harmoniser les normes par le haut, en donnant les moyens de production directement aux travailleurs. Ouais, c'était une bonne réponse aussi. Mais encore une fois, là, on se place dans le cadre du capitalisme, malgré tout. Mais on voit qu'on commence à aller un peu du côté de la lutte des classes par le prisme des inégalités fiscales, etc. Mais tout ça reste dans le cadre quand même de la régulation du capitalisme et pas de son abolition. Voilà, je tiens à le redire. Par exemple, pour la fabrication de batteries qui sont aujourd'hui surtout produites en Chine. On me dit par exemple aujourd'hui qu'il faudrait donner des aides opérationnelles aux fabricants de batteries européens. D'ici 1 an ou 2, l'État aura payé 100% de l'entreprise. Et comme ce n'est pas pour 1 an ou 2, vous allez avoir fini par avoir payé 200, 300, 400% de ces boîtes. Et puis évidemment, le jour où ça sera profitable, là, j'imagine que 100% des profits iront entre les mains des actionnaires. Donc soit on oui. Il y a un vieil adage de gauchistes pour décrire le néolibéralisme. C'est précisément le néolibéralisme qui décrit. C'est, je l'ai déjà dit l'autre fois quand on parlait de fiscalité, c'est socialiser les pertes, privatiser les bénéfices. Bah là, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que les aides aux entreprises, c'est nous qui payons, c'est le contribuable qui paye. Et derrière, le fruit du bénéfice de l'entreprise, c'est pas nous qui le récupérons. C'est les entreprises elles-mêmes, c'est le patronat, c'est les milliardaires, etc. Donc faire beaucoup d'aides aux entreprises, si derrière on taxait beaucoup les entreprises sur leurs bénéfices et compagnie, ça serait pas un souci en soi, quoi. C'est juste que là, c'est un petit peu, on socialise les pertes, donc, ou l'investissement, ou n'importe quoi, vous appelez ça comme vous voulez, en creusant le déficit avec des aides aux entreprises, tout ça pour privatiser le bénéfice, les entreprises et pas les Français qui s'en mettent plein les poches, quoi. Donc là, c'est vraiment, on est sur quelque chose de cet ordre-là, quoi. Exactement, voilà, pauvre les autoroutes, exactement. Les autoroutes, ça a été construit par la puissance publique avec de l'argent public, et maintenant c'est Vinci qui est assis sur un énorme tas de pognon, il ramasse la thune sans rien faire parce que ça n'a quasiment aucun coût. C'est juste l'entretien des péages automatiques, il n'y a même pas de salariés, enfin si, pour tenir les routes et tout. Et en vrai, hot take, on critique beaucoup Vinci sur les autoroutes et tout, certes, mais je peux vous dire que les stations-service françaises par rapport aux stations-service de nos voisins européens, c'est le grand luxe. Je sais pas si vous avez déjà été dans les stations-service, je sais pas, en Hongrie, en Autriche, n'importe où, même en Allemagne, les routes, ça pue la merde. Ça pue la merde à côté de la France où on a quand même des belles stations-service comparativement. Donc on critique beaucoup Vinci, mais je peux vous dire que ça va en vrai. Hein. Non, je plaisante, fuck Vinci, on va tout socialiser, évidemment. Mais bon, bref. On abandonne l'idée d'avoir des usines. Oui, les aires d'autoroute, pardon. Les aires d'autoroute, je voulais dire. En Espagne et au Portugal, elles sont très bien. Ah, je sais pas. Mais je sais que 2 fois, j'étais en voiture jusqu'au fin fond de la Hongrie. Quand on arrive vers Autriche-Hongrie, ça va encore. Mais je crois que c'était en Autriche. Les pires aires d'autoroute que j'ai vues de ma vie, c'était en Autriche, quoi. Vraiment, c'était trop bizarre. T'avais un endroit, il n'y avait même pas de toilettes. Du coup, les gens allaient chier dans les bois. Il y avait du PQ plein de merde partout. Je n'invente pas. C'était vrai. Et j'étais en mode genre, ah oui, l'autoroute est gratuite, mais il y a de la merde partout. Littéralement de la merde partout. Ah, ça dépend peut-être de l'autoroute en Autriche et en Allemagne, mais voilà. C'était ma hot take de débile en vérité. Fuck Vinci, ça c'est typiquement ça, on nationalise jour 1. Voilà.
soit on donne Les des parkings et les autoroutes, pourquoi on nationalise pas ça demain là? C'est n'importe quoi ou non? milliards à des entreprises qui ensuite feront probablement de l'optimisation fiscale et verseront à balle de dividendes. C'est comme si les aides aux entreprises n'étaient pas le bon outil. Comme si on était en train d'utiliser une soupe hétéroclite chou, carotte, oignon pour éteindre un feu de forêt. Et ça pourrait bien fonctionner, parce que après tout, en versant vraiment plein de soupe. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un truc plus efficace quand même? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être plus rationnel dans l'usage de nos milliards d'euros d'argent public là? Voyons voir un peu ça. Lancer une usine de batterie en France, c'est pas possible pour une entreprise privée toute seule. Pourquoi? Tout simplement parce que les batteries seraient trop chères à la vente par rapport à celles produites en Chine. En plus, il y a un retard technologique et d'infrastructure. Les Chinois sont meilleurs que nous. Et plus les années passent, plus le retard s'accroît. Les Chinois sont quoi? Bon, j'arrête. Alors comment on fait? Est-ce qu'on n'aurait pas des économistes qui ont bossé sur la manière de faire naître une industrie dans un pays? Eh ben si, au XVIIIe siècle déjà, Alexander Hamilton, en plus d'avoir sa tête sur les billets de $10, a inventé le terme de infant industry. Les industries Ouais, infant, c'est nouveau-né vraiment. C'est un nourrisson, un infant, ça veut pas dire enfant. naissantes. Selon Voilà. lui, pour qu'une industrie qui vient de naître puisse arriver à maturité, il faut la protéger en la sortant de la compétition internationale. Il faut lui laisser la possibilité de grandir sans être dans une lutte permanente pour la survie. Plus récemment, c'est l'économiste sud-coréen Ha Jun-chang, dans son livre Bad Samaritans, publié en 2007, qui a montré que cette idée de Hamilton a été suivie dans de multiples pays. Le Royaume-Uni d'abord, puis les États-Unis ont développé leur toute-puissance industrielle après des décennies de protectionnisme. Et la Corée du Sud, le Japon ou la Finlande sont les principaux succès économiques des dernières décennies. Tous ont protégé des pans entiers de leurs économies de différentes manières. Et c'est seulement une fois leurs entreprises nationales ultra solides qu'elles sont allées se frotter à la concurrence mondiale et qu'elles ont tout défoncé. Vous pouvez penser... Ok, oui. Il faut passer par le centre de formation avant d'aller à la Coupe du Monde, peut-être, non? Voilà. Si je devais dire un truc à Macron, je dirais ça. Je ferais une Carl Olive, je ferais une analogie footballistique. Avant de jouer en équipe de France pour la Coupe du Monde, faut passer quelques années à Clairefontaine. C'est pas vrai, Manu? Voilà, moi je dirais ça. Il me répondrait, j'avoue, t'as raison Ribot dans la sauce. On va sanctuariser nos fleurons français et les sortir de l'économie de marché. Je vais faire un petit plan quinquennal en m'inspirant du glorieux camarade Xi Jinping. Let's go, on y va. Bon, bref. À Toyota, Nokia, Samsung et même à l'industrie de la K-pop. À partir des années 60-70, du côté des États-Unis et de l'Union européenne, cette théorie, elle apparaissait aussi inutile que contre-productive. Quand la compétition c'est tracteur versus pioche, y a rien à protéger, au contraire, le libre-échange permet d'exporter à mort. Du coup, pendant des décennies, la France, l'Union européenne et les États-Unis, celle d'avant Trump, se sont convaincus, à coups de théories économiques pompeuses et mathématisées, que le libre-échange était tout le temps vertueux. Ok, c'était tout le temps vertueux parce qu'il y avait une asymétrie de zinzin entre le nord et le sud, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait le nord développé, industrialisé, face au sud pas développé et pas industrialisé. Quand je dis ça, c'est économiquement, je dis pas ils sont sous-développés, je parle économiquement. Et donc du coup, oui, ça arrangeait bien la compétition internationale, ça arrangeait bien les Occidentaux de faire la compétition internationale. Mais maintenant que la Chine, effectivement, ils ont des technologies meilleures même souvent que les Occidentaux, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est un peu plus compliqué. Ribot a dit la carte des QI est réelle, clippée. Mais non, arrêtez de me bully. Stop, s'il vous plaît, arrêtez de me bully. Mais on l'a dit. J'en ai marre de me faire bully par mon chat. Le libre-échange qui nous apparaît comme la norme aujourd'hui est en réalité... Sans compter l'apport des colonies, quoi. Attends. Ah non. Oh, je comprenais pas. Je croyais que tu disais premier degré. La colonisation a beaucoup apporté aux pays du Sud. Je croyais que t'étais ça en mode, on a construit des routes et des hôpitaux. Voilà comment ils s'en servent. Je croyais que tu parlais comme un mec du FN. Non, tu veux dire que avant ça même, à l'époque, c'était même pas la compétition internationale entre le Nord et le Sud. C'est juste que les pays du Sud étaient directement des colonies qui étaient exploitées au service de l'économie des pays du Nord. Bon, voilà, il y avait une asymétrie telle que il n'y avait même pas de la question du commerce international se posait même pas, parce que de toute façon c'était un monde d'empires coloniaux occidentaux qui se battaient entre eux économiquement. Et oui, ça c'est plus après dans un monde à partir du début de la décolonisation, quoi. Oui, voilà. C'est ça que tu voulais dire? J'ai bien compris ton message? Parce que moi au début j'ai lu les colonies quand même, ça apportait des choses aux pays du Sud. Non. On s'est mal compris. Bon allez, bref. Une démarche tout à fait extrême d'un point de vue... Je finis juste là-dessus. Moi, j'adore les sujets de la fiscalité.
Parce que, vous voyez, on parle juste d'impôts à la base, d'aide aux entreprises. Et au final, on se retrouve à parler de plein de trucs. On se retrouve à parler de la fracture nord-sud. Et puis, on peut parler même d'histoire fiscale américaine. Et on peut parler de lutte des classes à travers ça, etc., etc., etc. Franchement, c'est une belle porte d'entrée vers plein de sujets éminemment politiques et centraux. La fiscalité. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce sujet. Et pareil, c'est ce que je disais déjà au moment des débats sur la taxe Zuckman. Derrière le débat sur la taxe Zuckman, on peut même voir un débat sur la propriété privée des moyens de production, si on s'en donne les moyens. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec ce sujet. Paraît comme la norme aujourd'hui est en réalité une démarche tout à fait extrême d'un point de vue historique. Comme le remarque Ha-Joon Chang, c'est une réécriture de l'histoire par les vainqueurs qui ont voulu que tout le monde se mette à faire du libre-échange au moment où ça les arrangeait, eux. Sauf que Les vainqueurs écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Personne dans ce monde ne marche du même pas. C'est ça qui comprennent pas. Ouais, ça je connais, ouais. maintenant, tout ça se retourne un peu contre nous. On se retrouve empêtrés dans nos théories économiques qui ont été inscrites dans des lois, incapables ni de soutenir efficacement le développement de nouvelles industries, ni de protéger nos modèles sociaux, face à une concurrence internationale qui tire tout vers le bas. Le refus. Alors qui tire tout vers le bas, oui, c'est du point de vue européen, parce que c'est des pays qui sont plus pauvres que nous et qui sont en train d'être émergents, et du coup ils sont plus compétitifs que nous à l'international. Mais c'est un peu le revers de la médaille de la colonisation, justement, quoi. Les Européens, ils sont en mode genre, oh non, on est en train de se faire baiser par les pays plus pauvres parce on les exploite un peu moins qu'avant directement, les colonisant, zut. Bah oui. Et peut-être qu'on peut se dire aussi qu'à un moment donné, je sais pas, mais peut-être qu'on peut imaginer sur le temps long qu'à un moment donné, il y aura un rééquilibrage nord-sud, économique, je dis bien. C'est un peu ce qu'on voit avec la Chine. Là, il y a un rééquilibrage, c'est plus est-ouest, du coup, entre les États-Unis et la Chine. La Chine aurait dû être une plus grosse puissance économique, mais comme elle s'est fait totalement niquer par la colonisation, elle n'a pas eu cette place-là. Et là, la Chine arrive en force, est en train de devenir une powerhouse, quoi, une super puissance économique, et ça rebat les cartes de l'ordre mondial, n'est-ce pas ? Avec les États-Unis. Il y a une forme de rééquilibrage. Et on pourrait imaginer qu'à un moment donné, peut-être ça sera dans 50 ans, je ne sais pas. On sera à un niveau de rééquilibrage économique nord-sud qui fait que là, la méta aura totalement changé en économie et que peut-être là, on sera prêt pour enfin le communisme international sur la terre entière. Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, tous nos soucis, enfin pas nos soucis, mais tout ce qui se passe politiquement en Occident, économiquement, politiquement avec la montée de l'extrême droite, il faut le réinscrire dans l'émergence des pays du Sud qui pendant des siècles ont été à la merci de l'impérialisme occidental. Voilà. Ça, il faut bien resituer ça. Sans ça, c'est dur de comprendre de manière assez dézoomée ce qui se trame en Occident de nos jours, quoi. Penser les limites de la mondialisation. Si le Sud ne se fait pas oblitérer par le réchauffement climatique. Alors oui, c'est vrai que là, je ne parle même pas du réchauffement climatique et les pays du Sud vont subir beaucoup plus violemment le réchauffement climatique que les pays du Nord. Donc peut-être que en fait non. Voilà. Mais si tu imagines un scénario où la crise climatique est ralentie et un scénario où l'émergence des pays du Sud est permise pour tout un tas de raisons, vous voyez, on peut imaginer que tout ça est un chemin vers le vrai communisme international à l'échelle mondiale. Peut-être. En tout cas, voilà. Le monde est voué à évoluer, ne serait-ce que parce que l'ordre mondial est changeant, quoi. C'est ça qui conduit à ces 211 milliards d'aides publiques. Parce qu'on refuse de remettre en question le libre-échange, on laisse un boulevard politique à ceux qui veulent le faire de la pire manière possible, à coup d'autoritarisme, en cassant... Pas avec le suprémacisme blanc. En Occident, oui. Mais l'Occident, c'est qu'une petite partie du monde, hein. Ça se trouve, les fachos occidentaux, à un moment donné, voilà, quand il y aura 1 milliard d'habitants au Nigeria et qu'ils auront des industries de zinzin, peut-être qu'en fait, nos fachos français, dans la balance complète du monde, ils vont pas peser pour grand-chose, quoi. Vous voyez ? C'est que nous, tous nos trucs de montée du fascisme, du suprémacisme blanc, du tatati tatata, tout ça reste quand même c'est le cadre occidental quand même, majoritairement tout ça, quoi. Voilà. Notre modèle social et en augmentant les inégalités. C'est la même problématique pour l'industrie du textile. Le communisme international n'a pas lieu à cause du déséquilibre économique pour toi ? Je sais pas. C'est difficile à dire. Ouais, c'est l'œuf ou la poule, quoi. C'est déséquilibré parce qu'il n'y a pas de communisme international. Ouais, oui. Là, on va dans des questions. J'ai pas réfléchi tant que ça à cette question-là. À la fin, je vais parler de peut-être on sera prêt pour le communisme à l'échelle internationale. Je dis ça, j'en sais rien. C'est une take balancée comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, tout ce qui se joue économiquement et politiquement en Occident en ce moment même est en fait à replacer dans un contexte de l'ordre mondial changeant et de l'émergence des pays du Sud qui sont moins exploités et moins à la merci de l'impérialisme occidental qu'avant. Voilà, c'était ça le vrai truc que je voulais dire. Bref. En Europe, ces dernières années, en France... Du coup, attends, je rembobine un peu. Je vais continuer à dire ça, voilà.
Un enfant des années 90. Hop là. Mettre en question le libre-échange, on laisse un boulevard politique à ceux qui veulent le faire de la pire manière possible, à coup d'autoritarisme, en cassant notre modèle social et en augmentant les inégalités. C'est la même problématique pour l'industrie du textile en Europe. Ces dernières années, en France, on a vu le secteur du prêt-à-porter en grande Il y a moins de blancs dans le monde que le reste. Les blancs sont une minorité en réalité dans le monde, oui. Alors non, mais là ça donne l'impression. Les gens disent oui comme si c'était en mode la vraie minorité opprimée, c'est les blancs. Je pense pas qu'il dit ça, Siddhartha. C'est plus en mode, enfin je sais pas à qui il répond quoi. C'est plus en mode c'est pas normal que les pays blancs soient aussi tout puissants économiquement, alors qu'en réalité c'est qu'une toute petite partie du monde. C'est ça que tu voulais dire? Ou t'es un suprémaciste blanc qui trouve que le vrai racisme c'est le racisme anti-blanc? J'ai pas le contexte, mais je pense que c'est ça que tu voulais dire. Oui, merci. Pendant Voilà, que on les est géants d'accord. internationaux ont inondé le marché à coups de vêtements à 3 €, fabriqués en polyester cancérigène par des travailleurs exploités. Qu'est-ce que la France a à proposer face à ça? Eh ben, pas grand-chose. Attendez, quoi? Par des travailleurs. Aïe. Oui, parce qu'on rigole, on dit c'est bien l'économie chinoise, mais il y a aussi ça dans la Chine et c'est un gros problème, effectivement. C'est pourquoi il y a quand même une limite au shitpost bandeur du PCC. Voilà. Merci de le rappeler, parce que le shitpost, parfois, bon. Le marché à coups de vêtements à 3 €, fabriqués en polyester cancérigène par des travailleurs exploités. Qu'est-ce que la France a à proposer face à ça? Eh ben, pas grand-chose et surtout trop tard, malgré les demandes de plus en plus pressantes des industriels européens pour être protégés. Comble de l'ironie, il y a même un ancien ministre de l'Intérieur de Macron, C'est Castaner basé? Attends, quoi? ancien du PS, qui a été recruté par Chine pour défendre ses intérêts en France. Dans ce Je savais cas-là, pas on ça. se rend bien compte que c'est pas une idée à la noix du style « Ah, faudrait peut-être créer une nouvelle aide spécifique pour baisser légèrement le coût du travail » qui va nous sortir des ronces. Ou alors sinon, proposition de rupture, eh ben, on s'aligne. C'est parti, les Français qui bossent 12 heures par jour pour 10 € dans des bâtiments insalubres et sans protection sociale. Et puis comme ça, d'ici 30, 40 ans, peut-être qu'on aura la chance de vivre dans un pays riche. Il y a quelqu'un qui illustre très bien ce truc-là, je pense pas qu'ils vont mettre l'extrait parce que c'est vieux, c'est Serge Dassault qui parle de la Chine. Il dit « Mais c'est formidable, mais les ouvriers chinois dorment directement dans les usines, c'est incroyable ce qui se passe là-bas, monsieur le gros chef d'entreprise là. » Bah ouais, effectivement. Lui, il a eu l'honnêteté de dire « Oh là là, si on l'exploitait comme en Chine, franchement, on serait plus compétitif, quoi. » Bah oui, effectivement. Oui, Serge Dassault, le pote à Mélenchon, tout à fait, lui-même. Et le pote au daron de PNL aussi. Bon, Serge Dassault a une vie étrange. Hein. C'est l'héritier de l'industrie d'Assaut, de l'empire d'Assaut. Il est pote avec Jean-Luc Mélenchon et avec le daron de PNL. Il y a bien une histoire comme ça avec PNL, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a une histoire avec Serge Dassault et PNL. Il y a un lien bizarre, je crois que c'est bien leur daron. Il était. Comment ça, pote avec Mélenchon? Je vous laisse faire vos propres recherches. Vieux truc de truc 91, voilà. Oui, c'est Corbeil-Essonnes le lien, exactement. Non, c'est pas une blague. C'est pour ça qu'il l'a sucé l'autre fois. Oh, Mélenchon, il a sucé Serge Dassault. Oh, il a sucé Dassault. Voilà. Bref. Oui, les rappeurs PNL, Bon, du coup, si les aides aux entreprises je dis ça, tout ça, c'est un peu de la blague. Mais Serge Dassault a vraiment dit ça. A vraiment dit c'est formidable la Chine parce que les ouvriers, ils coûtent pas cher, ils travaillent bien, ils dorment directement dans les usines. Donc comme quoi, la logique patronale, là, tu la vois très bien et c'est ça, effectivement. Donc si on suit la logique patronale, là, qu'ils essayent de nous faire avaler à longueur de journée à travers des discussions budgétaires, finalement, bah, cette logique-là nous mènerait à, pour être aussi concurrentiel et compétitif que le Bangladesh, il faut avoir les mêmes conditions de travail qu'au Bangladesh. Alors que non. Moi, j'aimerais bien qu'au Bangladesh, ils aient des meilleures conditions de travail, justement. Voilà, tout simplement. C'est ça l'extrait de Dassault. Ah, merci Pixel tout. Parfait. Bon, on va peut-être pas regarder en entier. Alors vous avez des avis assez tranchés sur à peu près tout. C'est là. À la place, je suis prêt totalement les 35 heures. Le premier jour, on repasse en 39 heures et puis c'est tout. Tout à l'heure, vous disiez les Chinois, mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers parce qu'ils travaillent sur place. Mais en vrai, les Chinois, 45 heures, ils dorment dans les usines, ils coûtent que dalle. En vrai, bah oui. Bah, vous dites, ouais. Les usines, mais Serge Dassault, là, quand même, c'est pas ce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on dit que la croissance n'est pas assez importante? Parce qu'on ne travaille pas assez. Oui, donc qui travaille assez? Les ouvriers chinois surexploités. Oui, ok, d'accord. Merci d'être honnête au moins. Au moins, on peut pas lui enlever une certaine forme de sincérité, quoi.
Aïe, 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 aïe. Oui, avec les filets anti-suicide chez Foxconn. Alors, des filets anti-suicide, Foxconn, c'est une usine qui fait des semi-conducteurs, je sais plus quoi. Mais enfin, il fait des pièces pour téléphone portable et notamment, il bossait pour Apple pendant très longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas. Et en Chine, il y avait des filets anti-suicide dans cette usine-là. Ça fait grave tourner à l'époque, il y a une dizaine d'années déjà. Et en fait, on a des filets anti-suicide en France aussi. Notamment, il y a un endroit où j'ai vu, de mes yeux vus, les filets anti-suicide. C'était à l'époque où je bossais dans l'automobile, dans la propriété intellectuelle, justement. C'était au Technocentre Renault de Guyancourt, chez Orange aussi probablement. Mais au Technocentre Renault, alors si vous avez jamais entendu parler du Technocentre Renault, c'est un truc de zinzin. C'est une ville le bordel. C'est immense. Moi j'y étais qu'une seule fois. Hein. C'est immense. L'entrée déjà, on se croirait dans, je sais pas quoi, on croirait un vaisseau spatial et c'est gigantesque. Hein. C'est ça là. Donc ça c'est l'entrée, ça ressemble à ça. Eh non, c'est pas la pause là. Stop. Attendez, hop. Et sinon, je crois que vu de haut, c'est ça. C'est une ville, hein. C'est une ville, le bordel. Salut Pépita, comment ça va? Vous savez où il y avait des filets anti-suicide sur les bâtonnets grillés? Ouais, bah oui. Bah, si on a même en France, au Technocentre de Guyancourt, où c'est des cadres qui gagnent 3000 € par mois, oui, j'imagine que c'est pas que ça qu'on en trouve. Mais ouais, évidemment. Des filets de sécurité? Non, j'avais parlé avec un gars, et le gars m'avait dit, ils ont rajouté des filets, parce qu'il y a un mec qui s'est suicidé au Technocentre de Guyancourt. Il a ouvert sa fenêtre, il est sorti de son bureau, il s'est suicidé. Et depuis, il y a des filets de protection. Donc oui, c'est des filets de sécurité, mais pourquoi ils les ont mis? Parce qu'il y a eu un suicide. 3 cas par mois, t'es gentil. Il y a plein de petits ingénieurs qui sortent de petites écoles, ils sont même à moins que ça, hein. Ils sont à 2 cas net en entrée de carrière. Ils remplissent des fichiers Excel pour Renault. On leur a promis d'avoir une grande carrière d'ingénieur, ils gagnent 2 cas 3, hein. Le monde va vraiment mal. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Il y a un déclassement, y compris des professions intermédiaires, voire des cadres, qui fait qu'il y a plein de bac plus 5, ils gagnent même pas 3000 € par mois. Hein. Même pas 3000 € par mois en bossant dans une grosse boîte comme Renault. Après, c'est en début de carrière, c'est pas les plus à plaindre, évidemment, c'est pas les plus à plaindre. Mais je veux dire, même chez les gens qui travaillent, les cadres de chez Renault, les petits cadres de chez Renault, hein, c'est plus comme avant. Il y a un déclassement, y compris dans ces segments de la population. Et c'est pour ça que il y a plein de sujets à ce propos-là. Il y a plein de sujets. Un jour, je vous en parlerai plus en détail. Voilà. Go, c'est pas la solution. On reprend. Donc oui, s'aligner sur la Chine et les pays les plus pauvres pour être plus compétitifs, c'est le rêve humide du patronat français, mais c'est pas ça qui fait une société désirable. En gros, on en était là. Les riches. Bon, du coup, si les aides aux entreprises à gogo, c'est pas la solution miracle. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut réellement soutenir et conserver nos industries, et même peut-être améliorer notre modèle économique et social? D'abord, on pourrait regarder du côté des recommandations du Sénat, faire un suivi régulier et systématique des dispositifs d'aide publique aux entreprises, ceux qu'on lance, ceux qu'on arrête, selon une définition bien établie. La Commission demande à l'INSEE, en poursuivant le travail du Sénat, de mettre à jour le chiffre des 211 milliards pour les années à venir. Elle propose également d'évaluer l'impact attendu des aides avant de les mettre en place. Comme ça, une fois l'impact réel connu, on peut comparer les deux et mettre à jour nos modèles et nos théories. Il faudrait aussi tenir les entreprises responsables si les aides reçues ont servi à verser des dividendes ou bien à délocaliser des usines. Le deuxième point, c'est qu'un gouvernement et ou un chef d'État, ça doit être un minimum suspicieux par rapport aux entreprises. Bah oui. Voilà, c'est pour reprendre le terme de suspicion là, de François Hollande de tout à l'heure. Mais oui, être suspicieux par rapport aux entreprises. Bon là, c'est dit de manière assez officielle et un peu presque empoulée, quoi. Moi, je dirais, les patrons, ils sont pas là pour faire le bien de la population et des travailleurs. Au contraire, il y a un antagonisme de classe. Il y a un antagonisme de classe qui fait que l'intérêt du patron est directement contraire à l'intérêt de l'ouvrier qui l'exploite. Ça s'appelle la lutte des classes. Et donc à partir de là, oui, être suspicieux par rapport aux entreprises, ça me paraît être le strict minimum. Vraiment le strict minimum. Voilà. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas une vidéo communiste. C'est pas une vidéo communiste, mais pourtant, vous voyez, même en parlant de ça, on peut aller un peu plus loin aussi. Dans une direction un peu plus rouge. Le discours de Hollande, il a quand même sacrément mal vieilli. Hein. Alors oui, on peut justifier une aide publique en se basant sur la théorie économique, mais encore faut-il que cette théorie soit bien comprise et vérifiée. Par exemple, la course à la réduction du coût du travail, on l'a vu, n'est pas particulièrement recommandée par la théorie invoquée pour booster l'innovation et la compétitivité. Enfin, les je vois que ça parle salaire d'ingénieur là sur le live. Moi, quand j'étais ingénieur là, que je vous ai parlé tout à l'heure, je faisais la propriété intellectuelle à Valeo, je gagnais 1800 € par mois. C'était début de carrière, etc. Mais j'ai commencé à 1800. Après, c'était en 2018, il y a eu un peu d'inflation entre-temps. Peut-être là, je serais plus à 2000. Mais voilà, moi, je gagnais 1800 début de carrière. Et c'est un peu la base, hein. Sauf si tu sors d'une grande école. Net. Oui, net. Net. Ça va, hein. C'est pas le plus à plaindre, 1800 au début de carrière.
Ça va. Mais quand j'ai arrêté d'être ingénieur pour devenir prof, bah, je gagnais plus en étant prof, figurez-vous. Comme quoi. Voilà. C'est juste qu'ingénieur de nos jours, ça veut plus dire grand-chose. Moi, je suis sorti d'une toute petite école qui était full en alternance, absolument aucun prestige. Et donc voilà, des petits bacs plus 5, tu gagnes pas forcément 3000 balles par mois. Hein. Loin de là. Même chez Renault, même dans l'industrie. Les entreprises ne sont pas le bon outil pour compenser l'absence de politique industrielle et commerciale. Filer des milliards Du coup, j'ai pas suivi. Avoir de bonnes politiques industrielles et commerciales, oui, bah ça paraît être un bon conseil. Avoir de bonnes politiques de manière générale, oui. Oui, tout à fait. Invoqué pour booster l'innovation et la compétitivité. Enfin, les aides aux entreprises ne sont pas le bon outil pour compenser l'absence de politique industrielle et commerciale. Filer des milliards de thunes publiques qui se retrouvent transformées en optimisation fiscale, en emplois bas salaires, en délocalisation et en dividendes n'est pas une solution d'avenir. Mais bien sûr, pour décider de ce que l'on considère comme la meilleure politique industrielle, on a besoin d'un débat éclairé. Et pour ça, il nous faut des journalistes politiques et économiques qui prennent le temps d'expliquer ce qu'est le travail du Sénat. Et c'est pourquoi il faut soutenir Stupid Economics et Eureka pour qu'on puisse continuer à faire ce travail salutaire de vulgarisation des enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain. Ça va être ça la conclusion ? Ce que représentent les 211 milliards, plutôt que de nous servir cette histoire de soupe hétéroclite. Là. En même temps, quand la plupart... Ah non, ils sont moins boutiqués que ce que je croyais. Mais oui, alors rappel... le dernier épisode d'Argent Magique, qui était le dernier de la saison 1, ça c'est le premier de la saison 2, c'était sur justement pourquoi c'est pas des économistes les gens qui parlent d'économie à la télé. Et d'ailleurs il a fait 1 million de vues, ça a très très bien marché, où ça parlait de Nicolas Bouzou, Emmanuel Le Chypre, François Langlais, tous ces gens-là, là. Ces chiens de garde des médias dominants, ces éditorialistes de plateau qui font semblant d'amener le prêchi-prêcha néolibéral et de le faire passer pour une vérité absolue. Voilà, ça parlait de ça précisément. Et ça rejoint la vidéo, effectivement. Comment on peut avoir un avis éclairé à partir du moment où il y a une propagande économique absolument grotesque 24 heures sur 24 dans les médias, quoi. Des médias sont la propriété de milliardaires dont les boîtes bénéficient de ces 211 milliards. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à embaucher des journalistes qui feraient bien leur taf. Et là, c'est le moment d'appel aux dons pour soutenir Stupid Economics. Vous êtes prêts ? C'est maintenant, je pense. Ah, mais ça y est, je l'ai. En fait, c'est de là que ça vient l'expression servir la soupe. Bon, plus sérieusement, merci beaucoup pour votre réactivité pour le financement de cette émission. Argent Magique, c'est reparti et c'est grâce à vous. Du coup, Attends, j'ai pas regardé, ouais. 2200 membres, 7650 par mois. Je crois qu'il y avait plusieurs paliers, hein, mais la saison 2 est financée, ça a été très très vite, ça a bien marché. Hein. Pour en avoir un peu discuté avec eux, c'était en mode genre, ça marchait mieux que ce qu'on croyait. Ils m'ont dit, alors je vous le dis un peu, le leak, c'est le leak. Ils m'ont dit, honnêtement, si on se dit, vas-y, on va l'autoproduire cette année, c'est qu'ils pensaient que ça allait le faire au niveau de financement participatif, mais ils pensaient pas que ça allait être en 24 heures déjà, c'est bon. Ça a été beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient. Ils s'attendaient à ce que ça puisse être financé, mais en fait, il y a encore plus de gens qui étaient chauds à donner pour le projet que ce qui était prévu. Parce que, franchement, c'est du super boulot, évidemment. Beaucoup pour votre réactivité. C'est pas une vidéo communiste, mais voilà, c'est que ça se place dans le cadre là aussi des discussions budgétaires actuelles, etc. quoi. Puis il n'y a pas besoin d'être un truc communiste à proprement parler pour être pertinent économiquement. Surtout s'il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui essaye d'aller un peu plus loin encore sur ce terrain-là, quoi. Financement de cette émission. Argent Magique, c'est reparti et c'est grâce à vous. Du coup, ce premier épisode, il est diffusé sur les 2 chaînes, Eureka et Stupid Economics. Ah bon ? Alors, je crois qu'il n'est pas diffusé. Alors, si je suis pas abonné, c'est que c'est mon compte secondaire. Voilà, hop, là, je m'abonne. C'est pas... Dans mes souvenirs ? Ouais, non, voilà. C'est publié par les deux comptes. En fait, c'est publié par Stupid Economics. Ah ben non. Si, c'est publié par Stupid Economics. Et ça apparaît aussi dans le fil des abonnés à Eureka. Mais en vérité, c'est une vidéo qui est host par Stupid Economics et en collaboration avec Eureka. C'est comme ça, on peut faire ça maintenant sur YouTube. Nouvelle feature, c'est très bien. Pour les prochains, on se pose encore la question de comment faire. Est-ce qu'on poste chaque épisode sur les 2 chaînes, ou bien est-ce qu'on fait un épisode sur une chaîne, puis Ah voilà, c'est ce qu'il disait. Finalement, on teste une nouvelle méthode de publication en simultané sur les 2 chaînes. N'hésitez pas à nous faire des retours. Alors moi, je l'ai regardé en live, donc c'est un petit peu compliqué, mais... c'est publié par les deux. Alors, pour un abonné, il voit le truc passer dans son fil YouTube de la même manière. Ça donne la visibilité autant à Stupid Economics, aux abonnés de Stupid Economics, qu'aux abonnés d'Eureka, dans ce cas-là, de ce que j'ai cru comprendre. Mais, quand tu regardes, tu vas sur la chaîne elle est trouvable dans l'onglet vidéo, uniquement sur la chaîne qu'il a uploadée. Donc là, c'est sur la chaîne de Stupid Economics. Et Eureka, tous les 500 000 abonnés d'Eureka l'ont aussi eu dans leur timeline. Donc en termes de visibilité, ça a l'air d'être comme le poster sur les deux, mais... la vidéo reste que sur une seule vidéo. De ce que j'ai cru comprendre, mais c'est tout nouveau comme feature. En tout cas, moi j'aime bien quand ils font ça. Hein. Comme les trucs de chat partagé, stream en binôme sur Twitch, je trouve que cette feature elle est vraiment bien. Et donc voilà. Sur l'autre, pour pas vous spammer, au risque peut-être que vous les loupiez. N'hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire, ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez.
Évidemment, dans Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que le public de Eureka a tous vu la vidéo passer? N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes pour ne pas louper les prochains épisodes. Encore merci pour votre soutien et à dans un mois. Et nos partenaires européens ne sont bien. pas en reste. Les On le sait bloopers, parce on regarde qu'il y les a un bloopers mystère. Il y a un mystère, il y a un complot. Mais ce chiffre est complètement bidon. Je leur fais, c'est une blague, on s'applique. Ça, on la garde. Comment vous Soutenez le collectif StupMedia, don défiscalisable à 66%. Alors les riches du chat, vous voulez pas défiscaliser vos dons là comme vous avez fait pour le Z-Event? Pratique. Hein. C'est là que tu vois que StupMedia, ils sont bien organisés. C'est une vraie structure économiquement qui a du sens derrière. Voilà. Alors c'est une forme d'optimisation fiscale? Oui, peut-être. Mais ça permet de créer plein de super contenus et de mutualiser les frais entre plein de créateurs de contenu talentueux. Donc soutenez Stupid Economics, Eureka, StupMedia. Et soutenez-moi aussi. Par exemple, si vous regardez la VOD en vous abonnant à la chaîne. Et sinon, voilà, les subs, tout ça.